L'histoire commence avec Akihito assis silencieusement dans une cellule de prison, menottes aux poignets et chaînes aux pieds. Une fille nommée Fuyumi s'approche de lui et lui fait savoir que c'est l'heure. Akihito lève les yeux vers elle, sourit faiblement et se prépare à partir. La destination, l'école. La scène se déplace au lycée Kyome où le chaos semble faire partie de la routine. Deux élèves sont en pleine bagarre, entourés de camarades de classe qui les encouragent, criant et les exhortant à en finir rapidement. Au centre se tient Yuki, un garçon à lunettes, ne sachant pas trop comment il s'est retrouvé entraîné dans cette histoire. Avant qu'il ne puisse vraiment comprendre, son adversaire, Hirogari, se rapproche et lui assène un coup de poing. L'énergie de la foule s'intensifie, criant ou visé ensuite. Yuki a du mal à se défendre. Chaque coup est plus douloureux que le précédent, et il commence à se demander quand ou si cela finira. Finalement, le combat se termine. Hirogari reste debout. Yuki, non. Ryuji, l'élève en charge de l'événement, annonce le vainqueur sous de forts applaudissements. Certains élèves se moquent de Yuki, se demandant pourquoi il était même impliqué. Hirogari semble satisfait du résultat. Ryuji s'approche de Yuki, toujours allongé sur le sol, et lui rappelle qu'il doit se durcir. Il laisse une note sur la poitrine de Yuki, l'étiquetant comme le sac de frappe du jour. Plus tard dans la salle de classe, les choses ne font qu'empirer. Un autre élève frappe Yuki sans prévenir. Il essaie de rester debout. Suzuki, un garçon en chemise rouge, appelle les autres à prendre leur tour. Un élève s'avance, frustré d'avoir perdu un pari placé sur Yuki lors du combat précédent, et ajoute son coup de poing au décompte. Suzuki rit, amusé par le spectacle, puis s'avance lui-même. Il donne un coup de poing puissant qui laisse Yuki tellement ébranlé. Il finit par vomir. La classe éclate en acclamations et applaudissements comme s'il s'agissait d'un jeu. Suzuki est déclaré vainqueur de leur propre concours tordu. Puis vient Tanaka. Il s'approche de Yuki avec déception, demandant combien de temps ce genre d'échec va continuer. Il exige le portefeuille de Yuki. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, juste quelques coupons et quelques pièces. Tanaka prend l'argent quand même. Quand Yuki mentionne que c'était pour le déjeuner, Tanaka se déchaîne et le frappe, laissant échapper quelques mots cruels. Les élèves environnants approuvent, l'encourageant. Yuki se sent écrasé. Il est dépassé et perdu, se demandant pourquoi la vie est devenue si implacablement injuste. Pendant un instant, il souhaite que quelqu'un, n'importe qui, intervienne et mette fin à cela, même quelqu'un de dangereux, même quelqu'un d'imprévisible. Soudain, le vœu se réalise. Un élève se précipite vers la foule. Avant que quiconque ne puisse réagir, Tanaka est frappé par un coup de pied volant. Le portefeuille de Yuki explose dans les airs, pièces de monnaie et coupons se dispersant. Tout le monde se fige. Akihito, maintenant debout, sort calmement son téléphone. Il vérifie le nom de Tanaka, qui ne vaut qu'un point. Pas impressionnant, et il est visiblement déçu. Suzuki et les autres exigent de savoir qui est ce type. Akiko sourit simplement et se présente comme le nouvel élève transféré. Tout le monde est stupéfait. Suzuki réagit en attrapant une chaise et en la lançant sur Akihito. Yuki regarde terrifié, mais au dernier moment, Akihito esquive facilement la chaise. Un élève lui dit de se calmer, mais il est trop tard. Akihito réapparaît derrière Suzuki et le déséquilibre avec un coup propre aux jambes. Il vérifie à nouveau son téléphone, additionnant le total, 25 points gagnés grâce aux élèves qu'il vient de vaincre. Content, il scrute le groupe et indique clairement qu'il n'a pas encore fini. Il passe à l'élimination du reste des élèves avec facilité. Yuki regarde sous le choc, se demandant qui est vraiment ce nouvel arrivant. L'attention se déplace vers un cadre professionnel. Un grand bureau où Fuyumi se tient devant un panel, elle confirme qu'un nouveau projet a été approuvé. Son but est de réduire les taux de criminalité à l'école. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains se demandent si un tel système devrait même exister. Doutant du leadership derrière cela, Fuyumi explique que des élèves ayant des antécédents criminels sont placés dans des écoles à problème. En échange de l'assainissement de l'environnement, ils bénéficient de réduction de peine. C'est le cœur du programme. De retour à Kyome, Akido tripote son téléphone, essayant de comprendre comment activer la caméra. Il se tourne vers Yuki, le seul dans les environs, et demande de l'aide. Yuki hésite, toujours intimidé, mais finit par s'avancer. Aikido, malgré son imprévisibilité, l'avait sauvé plus tôt. Cela compte pour quelque chose. Yuki lui montre comment utiliser la caméra. Aikido le remercie, puis invite Yuki à être également sur la photo. Nerveusement, Yuki accepte. Ils sourient tous les deux. Pendant un bref instant, les choses semblent normales. Aikido retire ensuite la note de sac de frappe de la chemise de Yuki et se demande pourquoi il la portait. Yuki explique les règles. Si vous perdez dans les combats clandestins, vous portez l'étiquette. Curieux, Akihito en demande plus. Yuki lui parle des frères Minta qui forcent les élèves plus faibles à se battre et à gagner de l'argent grâce au pari. Akihito réagit fortement, qualifiant cela de terrible, mais ensuite quelque chose change. Il s'illumine, soudainement fasciné par l'idée. Il demande si les élèves sont autorisés à parier sur eux-mêmes et à gagner de l'argent. Il sort à nouveau son téléphone et recherche les frères Minta. Ryuji vaut 10 points. Ryugo 30. Cela fait un total de 40. Yuki,
essayant toujours de comprendre ce système de points, demande ce que tout cela signifie. Aikido explique qu'à chaque fois qu'il bat quelqu'un qui le mérite, une journée est déduite de sa peine. Lui aussi a un passé rempli d'erreurs. La scène finale revient aux frères Minta. Ryuji est assis sur les marches lorsque Suzuki et les autres se précipitent, s'excusant d'être en retard. Ryuji ne le prend pas bien. Il frappe Suzuki et gronde le groupe. Puis il remarque quelque chose d'étrange. Leurs visages sont contusionnés. Il demande ce qui s'est passé. Suzuki hésite, puis explique qu'un nouvel élève transféré en est responsable. L'expression de Ryuji s'assombrit. Un élève ajoute que le nouveau pourrait être encore plus fort que lui. Ryuji n'apprécie pas ça. Il prend l'élève Buseta et dit au groupe d'aller trouver ce nouvel élève, Akito, et de l'amener immédiatement. Yuki et Akito marchent côte à côte, se dirigeant vers l'endroit habituel où se déroulent les combats clandestins. Quand ils arrivent, Yuki le montre du doigt. Bien sûr, deux élèves sont déjà en plein combat, entourés d'une foule bruyante et énergique. Les élèves crient de tous les côtés, encourageant les combattants, exigeant qu'ils continuent à frapper et ne montrent aucune peur. Finalement, le match se termine. Les deux combattants ont l'air épuisés et battus, mais un seul d'entre eux est déclaré vainqueur. Ryuji, celui qui dirige le spectacle, annonce que l'élève aux cheveux bouclés est sorti vainqueur. Le gagnant tient à peine debout, haletant fortement. Ryuji s'approche et fait mine de l'inspecter, soulignant à quel point son nez a l'air abîmé. Puis, en plaisantant et cruellement, il l'attrape et le serre. Le garçon pousse un cri. La foule éclate de rire, encourageant Ryuji et le qualifiant de meilleur. Certains crient qu'on dirait que le type vient de se faire refaire le nez gratuitement. Tout cela est un divertissement pour eux. À l'écart, Yuki regarde avec incrédulité. Il marmonne pour lui-même que cela est allé trop loin. Akito, calme comme toujours, vérifie son téléphone et confirme que la personne en charge, Ryuji, est l'un des frères Minta. Son profil indique une valeur de 10 points. Akito semble satisfait. Puis, avec désinvolture, il dit à Yuki que s'il gagne aujourd'hui, il s'attend à un hamburger en retour. Yuki est pris au dépourvu. Il commence à se demander si Akito prévoit vraiment de combattre Ryuji. Sans en dire beaucoup plus, Akito se dirige vers le ring, où Ryuji se prépare pour le prochain match. Levant la main, il signale qu'il veut participer. Ryuji se retourne, surpris de voir quelqu'un d'inconnu. Suzuki intervient et explique qu'il s'agit d'Akito, le nouvel élève transféré. Ryuji le fixe un instant, puis ça fait tilt. C'est le même type qui a battu Suzuki et les autres la veille. Le reconnaissant, Ryuji accepte de le laisser combattre. Akito s'illumine d'excitation. Mais avant que Ryuji ne puisse choisir un adversaire pour lui, Akito fait une requête. Il veut choisir qui il combat. Ryuji le permet, et Akito fait son choix. Il veut affronter Ryuji lui-même. La foule éclate de rire, ne le prenant pas au sérieux. Même Yuki halète, incertain s'il a bien entendu. Ryuji, maintenant agacé, rappelle à Akito qu'il est le combattant le plus fort ici et lui demande s'il est vraiment sûr. Akito ne recule pas. Pour lui, une victoire est une victoire, peu importe l'adversaire. Irrité, Ryuji attrape un seau et déclare une règle spéciale. Le combat ne se terminera que lorsque l'un d'eux ne pourra plus continuer. Les acclamations reprennent de plus belle dans la foule. Certains élèves commencent à parier. Aucun d'eux ne croit qu'Akito a une chance. Ryuji le provoque, commentant son apparence et jurant de le transformer en son animal de compagnie personnel. Il enroule ensuite un outil étrange autour de sa main, se préparant à combattre. Akito le remarque et se demande pourquoi il utilise une arme. Mais avant qu'il ne puisse le comprendre, le match est annoncé. Ryuji ne perd pas de temps. Il saute dans les airs et attaque. Aikido est stupéfait de la vitesse à laquelle il se déplace. La foule s'emballe, reconnaissant l'arme comme un signe que Ryuji prend cela au sérieux. Aikido demande si les armes sont même autorisées. Ryuji ne répond pas directement, mais le message est clair. La seule règle est que l'un d'eux doit tomber. Sur ce, Ryuji assène un coup puissant et enchaîne avec un autre. Aikido trébuche, visiblement blessé. Les élèves rient et le provoquent, se moquant de la confiance qu'il avait il y a quelques instants. Ils lui disent d'arrêter de rester immobile et de riposter. Une autre acclamation retentit lorsque quelqu'un souligne que seulement 2 coups l'ont laissé paraître faible. Il commence à le taquiner, lui demandant s'il veut rentrer chez lui en courant. Dans la foule, Yuki regarde avec anxiété. Le doute s'insinue. C'était peut-être une erreur. Il murmure que se mesurer à l'un des frères Minta était peut-être la pire décision possible. Pendant ce temps, Ryuji s'approche d'Akito, qui essaie toujours de se rétablir. Il tourne autour de lui avec un air suffisant et supérieur, lui demandant ce qu'il devrait faire ensuite. Il semble convaincu qu'Akito pensait qu'il pouvait entrer ici et gagner sans en subir les conséquences. Ryuji indique clairement qu'il a l'intention de faire durer ça et de faire payer Akito, mais ensuite quelque chose change. Akito aperçoit une brique à proximité. Sans hésitation, il l'attrape et la fracasse sur Ryuji. La foule halète. Ryuji a l'air stupéfait. Il se relève, mais Akito le frappe à nouveau. Cette fois avec l'arme de Ryuji, le coup le fait tomber. Akihiro sourit, satisfait, et lève à nouveau l'arme. Ryuji est allongé là, bougeant à peine. Il lève les yeux, confus et incertain de ce qui va suivre. Akihiro lève l'outil plus haut, le justifiant en soulignant que les armes n'ont jamais été interdites.
Il ne fait que suivre les règles. Puis, sans attendre, il frappe à nouveau plusieurs fois. Yuki regarde avec horreur alors que la foule reste figée. Ryuji finit par suffoquer un abandon. Il admet sa défaite. Il dit qu'il ne peut plus se battre, mais Akihito ne baisse pas l'arme immédiatement. Il fixe Ryuji pendant un moment comme pour décider si le combat est vraiment terminé. Yuki panique et crie à Akihito d'arrêter. Juste au moment où Akihito lève son arme pour un dernier coup, quelqu'un de la foule se précipite et réussit à intervenir à temps. La tension est palpable. Tous les regards sont désormais tournés vers Akihito. Il y a un changement clair dans l'air. Les élèves commencent à se sentir nerveux autour de lui. Akihito, calme et presque curieux, demande si cela compte comme une victoire. Après tout, la seule règle était de continuer à se battre jusqu'à ce que l'un d'eux ne puisse plus continuer. Quelqu'un dans la foule confirme que, oui, c'est fini. Sur ce, Akihito laisse tomber l'arme et se dirige vers Yuki. Il lui dit qu'ils ont gagné et pose une main sur son épaule, mais Yuki ne se sent pas soulagé, juste mal à l'aise. Akihito évoque nonchalamment les burgers mentionnés plus tôt, s'attendant à ce que Yuki respecte sa part du marché. Yuki insiste sur le fait que ce n'était pas quelque chose qu'il avait accepté, mais Akihito lui prend la main et la soupèse comme si ce n'était pas grave. Yuki jette un coup d'œil à Ryuji, qui est toujours allongé sur le sol. Il y a quelque chose qui cloche dans cette victoire. Autour d'eux, les rumeurs commencent à se répandre. Quelques élèves disent qu'il faudrait appeler à l'aide. Soudain, un grand grondement se fait entendre au loin. Tout le monde se tourne. Une moto s'approche rapidement. C'est Ryugo Minta, le frère aîné de Ryuji. Il descend de la moto et se dirige vers le groupe. Un élève se précipite pour expliquer ce qui s'est passé, lui disant que Ryuji a été blessé et que ce sont les nouveaux élèves transférés qui ont fait ça. Ryugo réagit en frappant le messager sans hésitation, faisant tomber l'élève. Il s'approche de son frère et constate l'étendue des dégâts. Ryuji, bien que blessé, semble soulagé de le voir. Mais ensuite, sans prévenir, Ryugo le frappe aussi. Les élèves sont stupéfaits. Ryugo explique clairement que la faiblesse mérite la défaite. Il jette de l'argent liquide à la foule et leur donne une tâche, trouver Aikido. Quoi qu'il arrive, les élèves se bousculent, soudainement motivés. Plus tard, la scène se déplace dans un magasin de burgers. Akihito et Yuki sont assis ensemble à une table, parcourant le menu. Akihito est excité. Tout lui semble bon. Lorsque le serveur arrive pour prendre leur commande, Akihito dit avec assurance qu'il veut tout. Yuki essaie de le calmer, suggérant que c'est peut-être un peu trop. Akihito finit par commander 2 ensembles de cheeseburgers et demande sans le savoir un sourire comme si cela faisait partie du menu. Le serveur, légèrement amusé, lui rend son sourire. Leur nourriture arrive. Akihito se régale, visiblement ravi. Il se tourne vers Yuki, lui demandant ce qu'il mange exactement. Yuki le regarde, se demandant si c'est la première fois qu'Akihito goûte un burger. Le souvenir du combat précédent lui traverse l'esprit. Akihito frappant sans retenue, sans hésitation. Il y a quelque chose de différent chez lui. Yuki recommence à se sentir mal à l'aise. Il lui demande si c'est vrai, si Akihito est vraiment un criminel. Akihito dit que oui. Lorsque Yuki insiste, demandant pourquoi quelqu'un comme ça est même dans leur école, Akihito explique qu'on lui a donné le travail de la nettoyer. En retour, chaque fois qu'il élimine une mauvaise personne, sa peine de prison est réduite. Yuki pense que tout cela semble complètement fou. Il demande quelle est la durée de cette peine. Akihiro s'arrête une seconde, puis dit nonchalamment, 500. Yuki est stupéfait. Cela n'a même pas de sens. Au Japon, la peine maximale est loin de ça. Même les mineurs ne peuvent pas être punis de cette façon. Il commence à se demander ce qu'Akihiro a bien pu faire. Mais avant qu'il ne puisse demander, Akihiro est distrait. Il a soudain une idée brillante. Il montre à Yuki sa dernière création, le burger spécial Akihito, une concoction de frites fourrées dans un burger et arrosée de cola. Il explique sa logique. Si tout a bon goût tout seul, ça devrait être encore meilleur mélangé. Yuki n'a pas de mots. Juste au moment où Akihito lève le burger pour en prendre une bouchée, la vitre du restaurant se brise. 3 silhouettes traversent le verre. Le personnel panique. En tête du groupe se trouve un homme aux cheveux dorés brillants. Yuki les reconnaît immédiatement. Ils font partie du gang de Ryugo Minta. Akihito réagit à peine. Il ramasse son burger par terre. Yuki le fixe, se demandant si Akihito voit même ce qui se passe. L'homme aux cheveux dorés s'approche et confronte Akihito. Il indique clairement que les choses ne se termineront pas aussi facilement qu'avec Ryuji. Yuki se lève d'un bond, exhortant Akihito à courir, mais c'est trop tard. L'homme frappe Yuki, le faisant tomber, puis se retourne vers Akihito et exige qu'il les accompagne. Akihito, toujours concentré sur son burger, se souvient de la règle des 3 secondes. Si vous ramassez de la nourriture dans les 3 secondes, vous pouvez toujours la manger. Mais avant qu'il ne puisse rien faire, l'homme l'écrase du pied. Akihito se fige. Son expression s'assombrit. L'homme rit, se moquant du burger gâché et défiant Akihito de le manger sur sa chaussure. C'est alors qu'Akihito lui saisit la jambe et l'avertit de la bouger. L'homme ne le prend pas au sérieux jusqu'à ce qu'Akihito lui frappe la jambe de toutes ses forces. Le membre du gang s'écrase sur une table voisine, criant de douleur. Akihito, maintenant furieux, déclare que personne ne touche à son burger spécial. Il se lance dans l'action,
éliminant les deux autres membres sans effort. L'homme aux cheveux dorés essaie de supplier, mais Akihito le frappe aussi. Yuki regarde, complètement incrédule. Akihito les bête tous les trois sans transpirer. Il ramasse ce qui reste du burger, le tenant avec soin. La tristesse l'envahit. Puis, dans une tournure bizarre, il le mange, le déclarant mis au repos. Il fait même goûter aux membres du gang. L'un d'eux, toujours souffrant, murmure qu'il mérite 3 étoiles, puis les change rapidement en 5. Akihito leur dit qu'ils lui doivent maintenant des frais pour le test de goût. Il retourne au comptoir et passe une autre commande, complètement imperturbable. Le serveur, visiblement secoué, sourit faiblement. Akihito lui rend son sourire, prêt pour le deuxième round. Plus tard, Akihito et Yuki marchent à nouveau ensemble. Akihito remercie Yuki pour la nourriture. Yuki note tranquillement que ce n'était pas leur argent. Ils ont utilisé l'argent du déjeuner volé à quelqu'un d'autre. Il n'arrive pas à chasser cette pensée. Akihito n'est certainement pas une personne normale. Puis quelqu'un apparaît derrière eux. C'est Fuyumi. Akihito s'illumine, heureux de la voir. Yuki est frappé par sa beauté. Un instant, il se demande si c'est la sœur d'Akihito. Sans un mot, Fuyumi met les menottes à Akihito. Elle lui rappelle qu'il n'était pas censé faire quoi que ce soit sans vérifier avant. Akihito rejette nonchalamment la faute sur Yuki, disant qu'on lui a dit d'aller chercher de la nourriture. Yuki est stupéfait et nie. Fuyumi emmène Akihito en disant qu'il est temps de partir. Il lui demande de ne pas tirer si fort. Juste avant de partir, Akihito se retourne et demande à Yuki son nom, l'ayant apparemment complètement oublié. Yuki n'en revient pas. Ils lui font signe au revoir. Yuki rentre seul chez lui, repensant à toute la journée. Malgré tout, il se met à rire. Être avec Akihito était amusant. Soudain, il heurte quelqu'un et tombe. Alors qu'il lève les yeux pour s'excuser, son visage pâlit. Devant lui se tient Ryugo Minta. Yuki se fige. Donc, de retour à l'appartement, Akihito portait toujours ses menottes, et Furumin préparait le dîner. Il mourait de faim, totalement concentré sur la nourriture, et n'arrêtait pas de demander quand ce serait prêt. Mais elle a juste détourné le regard et lui a dit qu'il ne dînerait pas ce soir. Cela l'a pris au dépourvu. Il n'a pas compris pourquoi au début. Il s'avère que c'était parce qu'il avait enfreint les règles. Elle était sérieuse à ce sujet aussi. Elle a dit qu'il était sorti sans permission et qu'il avait fait des dégâts au fast-food. La façon dont elle a posé la nourriture sur la table, juste hors de sa portée, a clairement montré qu'il ne s'agissait pas que d'un avertissement. Elle lui a même dit qu'il devrait être reconnaissant qu'elle ne fasse que sauter le dîner. Akihito, bien sûr, était contrarié. Il a essayé de faire valoir qu'il avait travaillé très dur ce jour-là et qu'il n'avait même rien fait de mal, mais elle n'a pas cédé. Puis il a posé des questions sur son collier, vous savez, celui avec le traceur GPS. Il voulait savoir s'il pouvait enfin l'enlever. Elle lui a dit que non. Cette chose n'était pas seulement pour le spectacle. Il suivait ses mouvements, et s'il essayait de l'enlever ou même s'il s'éloignait de plus de 30 mètres d'elle, il exploserait. Aikido était stupéfait. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'une prison de science-fiction. Il a de nouveau essayé de se défendre, disant que la sortie au fast-food n'était pas vraiment de sa faute, car c'est Yuki qui avait proposé d'acheter la nourriture. Fuyumi a insisté sur ce point. Elle voulait savoir s'il avait forcé Yuki à payer. Il n'a pas répondu directement, il a juste laissé échapper un petit rire coupable. Cela ne s'est pas bien passé non plus. Elle lui a dit qu'il n'aurait pas de petit déjeuner demain non plus. Puis elle a changé de vitesse et est devenue plus sérieuse. Elle a dit qu'il était important de revoir les règles, en particulier le but principal de sa présence ici. C'est alors qu'elle a expliqué le système de transfert de délinquants. En gros, les gens comme Aikido, ceux qui ont de lourds antécédents criminels, sont envoyés dans des écoles ayant de gros problèmes. Leur travail consiste à aider à nettoyer les choses, et s'ils font du bon travail, leur peine est réduite. Elle a dit qu'il ne s'agissait pas seulement de réparer l'école. Il s'agissait également de lui donner une vraie chance d'une vie meilleure. Akihito a dit qu'il avait déjà entendu tout cela pendant sa formation, alors elle lui a demandé s'il voulait vraiment revenir à ce que c'était avant, ce qui l'a frappé. Il s'est souvenu de ce qu'était cette vie, et ce n'était clairement pas quelque chose qu'il voulait revivre. Puis elle lui a fait une offre. S'il parvenait à vaincre tous les mauvais élèves de l'école, elle lui cuisinerait un steak haché. Cela a attiré son attention. Il a accepté tout de suite, totalement excité. Ils ont tous les deux fini par rire. Le lendemain matin, il se rendait à l'école en rêvant déjà de ce steak haché. Mais sur son chemin, il s'est fait encercler. C'était Ryugo Minta, le frère aîné de Ryuji, et son gang. Il portait des armes, cherchant clairement les ennuis. Ryugo s'est présenté, a clairement indiqué que ce ne serait pas une visite amicale. Mais au lieu de combattre Akihito lui-même, il a dit qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'en prendre à lui. C'est alors qu'Akihito a remarqué Yuki debout à proximité avec quelques autres étudiants. Il a demandé si Yuki avait vraiment l'intention de le combattre. Yuki avait l'air hésitant. Il ne voulait pas, mais il avait aussi l'air de ne pas avoir beaucoup de choix. Puis on revient 12 heures en arrière, et tout prend son sens. Yuki et quelques étudiants étaient suspendus au bord d'un pont, littéralement. Ryugo et son groupe se tenaient au-dessus d'eux. C'était un moment vraiment tendu. Yuki et les autres imploraient de l'aide, terrifiés. Ryugo leur a dit qu'il les aiderait, mais seulement s'ils acceptaient de combattre Akihito.
L'un des étudiants, Yorigari, était particulièrement effrayé. Il a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse combattre Akihito et survivre. Ryugo n'a pas aimé cette réponse. Il a en fait marché sur les mains de Yorogori et l'a laissé tomber dans la rivière. Cela a choqué tout le monde. Puis il s'est approché de Yuki et lui a essentiellement donné le choix, combattre ou tomber. Yuki avait trop peur pour refuser. Retour au présent, et Ryugo donne l'ordre. Yuki et les autres chargent sur Akihito, mais ce n'est même pas un défi. Akihito les esquive tous et les met KO un par un. Puis Ryugo lui pose une question, lui demande si Yuki est vraiment son ami. Akihito dit non, tout simplement. Cela blesse clairement Yuki. Il commence à se plaindre, parlant de la façon dont ils ont partagé des hamburgers et de la façon dont il pensait qu'ils étaient amis, mais Akihito l'a quand même frappé. Cela ressemblait à une trahison, mais Akihito inverse la situation, demandant pourquoi Yuki a même essayé de le frapper en premier lieu. Si frapper un ami est mal, alors n'est-ce pas Yuki qui a commencé? Yuki ne répond pas. À ce moment-là, Ryuo commence à applaudir. Il admet que son plan initial était de punir Akihito pour ce qui est arrivé à Ryuji. Mais maintenant, il l'aime bien, dit qu'il veut qu'Akihito rejoigne son gang. Akihito refuse. Ryugo essaie à nouveau, lui offre tout ce qu'il veut, même de la nourriture. Mais Akihito refuse toujours, et quand Ryugo lui demande pourquoi, Akihito dit qu'il attend le steak haché que Fuyumi lui a promis. C'est tout ce dont il a besoin. Ryugo se met en colère, dit que si c'est comme ça, alors la seule façon de régler les choses est avec les poings. Donc, le combat entre Akiko et Ryugo était sur le point de commencer, et une foule immense d'étudiants s'était rassemblée autour, bourdonnant d'énergie. Tout le monde était bruyant, excité et plaçait déjà des paris. La plupart d'entre eux étaient tout à fait sûrs que Ryugo gagnerait. Certains célébraient même à l'avance, comme si c'était déjà fini avant même de commencer. Ryugo a établi les règles. Le gagnant serait celui qui ferait abandonner l'autre. Akihito a demandé si c'était comme son dernier combat, où il n'était pas forcément nécessaire de mettre quelqu'un KO. Ryugo a laissé entendre que si les choses allaient trop loin, Akihito ne serait pas exactement invité à rejoindre son camp. Mais Akihito n'avait pas l'air inquiet. Il souriait même, totalement confiant. Il a pris une inspiration, s'est avancé et a sauté directement dans le combat sans hésitation. D'emblée, il a sprinté sur Ryugo et a ramassé un outil à utiliser, comme la dernière fois. Il a sauté dans les airs, prêt à le balancer de toutes ses forces. Les élèves ont commencé à crier. Certains ont dit que c'était injuste qu'il utilise à nouveau des outils, mais d'autres étaient juste excités de voir ce qui allait se passer. Mais avant même qu'il ne puisse atterrir le coup, Ryugo a réagi super vite et a asséné un lourd coup de poing directement sur Akihito. Tout s'est passé si vite que la plupart des élèves n'ont même pas vu ce qui s'est passé. Puis certains ont commencé à murmurer à propos du passé de Ryugo, qu'il avait autrefois remporté un tournoi national de boxe junior. Cela a un peu changé le ton. Les gens ont commencé à dire qu'Akihito n'avait aucune chance. Ryugo a adopté une position de boxe acérée, se déplaçant avec une aisance professionnelle pratiquée. Akihito avait l'air impressionné même s'il grimaçait et se tenait le côté. Ryugo a lancé quelques autres coups de poing. Akihito a esquivé les deux premiers, mais finalement, un coup a touché, puis un autre. Ce deuxième coup a atterri proprement, et Akihito est tombé au sol. La foule s'est déchaînée. Yuki était figé, les yeux grands ouverts, à regarder. Les gens criaient au chaos, disant qu'Akihito ne pouvait pas suivre la vitesse de Ryugo, qu'il devrait juste rester au sol. Ryugo s'est approché et a dit à Akihito de se relever, s'attendant probablement à ce qu'il abandonne. Mais Akihito, bien sûr, n'avait pas fini. Il s'est soudainement jeté en avant et a attrapé Ryugo par la jambe. Ce mouvement a complètement pris Ryugo et toute la foule au dépourvu. Personne ne s'attendait à ce qu'Akihito tente une prise de jambe. Ryugo a réagi rapidement et a cloué Akihito au sol. Il ne plaisantait pas. Il a dit à Akihito que viser les jambes était un geste intelligent. D'autres avaient essayé aussi, mais il savait comment gérer ça. Pour lui, une fois que quelqu'un essayait ça, cela signifiait généralement que le combat était déjà terminé. Mais alors, Akihito a fait valoir un point. Ce n'était pas un match de boxe officiel. C'était une bagarre de rue. Il s'est penché pour frapper le pied de Ryugo, mais dès qu'il l'a fait, il a crié et a retiré sa main comme s'il avait frappé un mur de briques. Tout le monde avait l'air confus. Il n'était pas logique qu'Akihito soit celui qui souffrait après avoir lancé le coup. C'est alors que ça a fait tilt. Ryugo a ri et a rendu ça évident. Ses chaussures contenaient quelque chose de solide. Yuki a tout de suite compris. Il devait y avoir du métal ou de l'acier à l'intérieur, donc Akihito avait pratiquement frappé une armure renforcée. Ryugo a lancé un autre coup, et ce faisant, a rappelé à tout le monde qu'il ne s'agissait pas de règles. Il s'agissait de gagner par tous les moyens possibles. Les élèves ont adoré. Ils applaudissaient à nouveau, se moquant d'Akihito, disant qu'il ne servait que de cible à ce stade. Yuki regardait tout cela se dérouler, tendu et anxieux. Il voulait clairement dire quelque chose, mais ne savait pas comment intervenir. Pendant ce temps, avait du mal à rester droit sur ses genoux, respirant fort, visiblement secoué. Ses bras tremblaient, mais ses yeux étaient toujours laser fixés. Ryugo s'est approché à nouveau, se faisant visiblement plaisir, mais Akihito est revenu avec quelque chose d'inattendu.
Il a essuyé le sang et a dénoncé le fait que Ryugo cachait du métal dans ses chaussures. Il l'a pratiquement accusé de ne pas faire assez confiance à ses propres compétences en boxe pour gagner proprement. Cela a fait taire toute la foule. Même Yuki a été pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à ce qu'Akihito balance des pics comme ça au milieu du combat. Ryugo était clairement agacé. Il a rétorqué en disant qu'Akihito pouvait dire ce qu'il voulait. Il n'allait de toute façon pas durer beaucoup plus longtemps. Mais alors, Akihito s'est relevé lentement. Il a levé les 2 poings et s'est mis lui-même en position de boxe. Malgré tout, combien il avait été frappé, combien il était fatigué, il était toujours debout, et maintenant il comprenait enfin comment riposter. Monota et l'élève transféré se tiennent face à face. Ils optent pour la boxe, et Monota propose d'enseigner. Il guide l'élève transféré et assène 2 coups au visage de l'élève. Les autres élèves acclament Minta parce qu'il est si bon dans ce domaine. Les élèves applaudissent tandis qu'Akihito titube, incapable de porter un seul coup au visage de Minta. Soudain, Akihito a un regard fou sur son visage alors qu'il remercie Minta de lui avoir appris à boxer. Akihito s'avance, suit les mêmes étapes et frappe Minta au nez. Les élèves sont choqués de voir ce changement de pouvoir. Personne n'a jamais porté un coup à l'intouchable Minta. Ils se demandent qui est ce nouveau venu. Il a juste vu Minta frapper et a copié-collé ses mouvements. Minta se lève et demande à Akihito qui il est réellement. Révélant négligemment sa propre couverture, Akihito révèle qu'il est un criminel. Qui d'autre qu'un lycéen désinvolte serait un criminel? Il laisse n'importe qui commettre des crimes de nos jours. Les élèves ne croient pas Akihito pour des raisons évidentes. Minta traite Akihito d'étranger qui n'est pas le bienvenu pour faire ce qu'il veut. Akihito rappelle à Minta que c'est lui qui a déclenché une bagarre, il devrait donc apprendre sa place. Akihito dit à Minta d'aller se faire foutre et de laisser tranquille les pauvres enfants. Avec un regard de fou, il regarde Minta. Il lui rendra l'appareil si Minta décide à nouveau de s'immiscer dans les affaires de ses enfants. Minta repousse Akihito mais ne comprend pas Imoti. Ce n'est pas comme s'il était ami avec les enfants, même. Akihito donne la réponse séculaire du protagoniste Shon. Il fait ça parce qu'il veut vivre une vie libre. Avec ça, il décide de régler ça comme des mecs. Un dernier round et le combat sera terminé. Les 2 garçons s'affrontent et se préparent à achever l'autre. Ils échangent d'autres coups de poing, et Minta porte un autre coup au visage d'Aikido. Il sourit à la douleur. C'est maintenant sa chance de victoire. Akihito submerge Minta avec ses coups de poing, mais il ne s'arrête pas. Minta essaie de bloquer les coups venant de gauche et de droite, mais Akihito donne un coup de pied par en dessous. Minta tombe, et le mec célèbre une journée sans intimidation et en donnant un coup de pied au cul de leurs intimidateurs comme le font tous les adolescents moyens. Le chapitre commence par une réunion de conseil louche où une femme, Fuyumi, montre les statistiques de l'école. Il y a eu beaucoup de dégâts, mais l'école s'est améliorée en 2 jours. Les hommes à la table se demandent pourquoi un tel projet a même été sélectionné, mais ils donnent leur accord à Fuyuma. Comme toute personne qui fait du 9 à 5, Fuyumi court directement à la maison une fois la réunion terminée. La porte de la maison de Fuyumi est ouverte par nul autre qu'Akihito, qui est pressé de lui montrer quelque chose à la télé. Ce sont des nouvelles du jour où plusieurs étudiants ont été arrêtés pour des accusations de harcèlement et d'agression. Akihito révèle que c'est lui qui a tout fait et que Fuyumi devrait être fier de son travail acharné. De plus, après qu'Akihito ait vaincu les harceleurs, les jeunes lui ont offert un délicieux hamburger. Il a obtenu ses points et de l'argent supplémentaire pour acheter plus de friandises savoureuses. Fuyumi se demande d'où Akihito a tiré son argent. La réponse est vraiment simple. Il a gagné de l'argent grâce au pari qu'il a gagné après le combat. Bien qu'il soit juste pour Aikido de combattre les harceleurs et de jouer au héros, le jeu est aussi un crime, et pour cela, il sera puni. Fuyumi lui prend son argent, et il boude comme un enfant à qui on a volé des bonbons. Fuyumi félicite Aikido pour le travail bien fait. Aikido compte ses jours. Il combattra les méchants et il sera bientôt libre. Fuyumi lui dit de se calmer. Les prochaines écoles ne seront pas faciles à gérer, surtout avec des affaires encore plus louches. Fuyumi s'inquiète pour Akihito car la prochaine école est la pire de toutes. Elle dit à Akihito de se calmer. C'est cool de combattre les méchants, mais ce n'est pas cool de se lancer dans des combats sans réfléchir. Elle donne à Akihito le bon conseil pour aider quiconque a l'air d'avoir besoin d'aide. Akihito sourit. Il sait quoi faire. Ils se souhaitent bonne nuit et vont dormir. Fuyumi accompagne Akihito à l'école le lendemain. Le gamin est plein d'énergie et se précipite hors de la porte sans même écouter ce que la pauvre femme avait à dire. Ce n'est pas comme si elle donnait de bons conseils non plus. Tout ce qu'elle disait, c'était d'être en sécurité et blabla. Akihito marche vers la nouvelle école mais se perd. Peut-être que Fuyumi ne disait pas n'importe quoi, et qu'elle disait en fait quelque chose d'utile. Avant de pouvoir demander son chemin, il remarque un vieil homme énorme avec une petite fille. Toute l'interaction semble mauvaise, alors Akihito intervient. Il ordonne à l'homme de s'éloigner de la fille. L'homme regarde Akihiro et rit à cause de sa petite taille. L'homme dit à Akihiro de se casser et d'embêter sa maman. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Akihiro frappe l'homme au visage. L'homme ne trébuche pas, mais il se met en colère. Akihito esquive un coup de poing lancé à son visage. Il se souvient de la leçon de Minta et suit les mêmes étapes. Il frappe à nouveau l'homme plus âgé, et l'homme tombe. Akihito regarde la fille et a l'impression d'être amoureux.
La fille lui fait des yeux de chien battu comme s'il l'avait sauvée d'un bâtiment en flammes à la manière d'une princesse. La fille le remercie et lui demande son numéro. Elle veut le remercier correctement. Avec cela, la fille Kazumi part à l'école. Akido oublie son mal d'amour et se souvient de la raison pour laquelle il était là en premier lieu. Le professeur présente Akido à ses nouveaux camarades de classe, et sans surprise, ce sont toutes des filles. C'est le rêve d'un adolescent devenu réalité. Il s'avère que la nouvelle école est une école pour filles, et Akido est le seul garçon. Les filles chuchotent à son sujet, à quel point il a l'air timide et à quel point il est mignon. Un comportement d'adolescent totalement normal. Akito remarque Kazumi assise au fond de la classe, et son visage devient rouge. Il pense que c'est le destin et qu'il n'y a pas d'autre explication. C'est la fille avec qui il est censé être. Combien de fois sauvez-vous une pauvre fille d'un voyou, et elle finit par être dans la même classe que vous? Kazumi et Akito se tiennent face à face et se reconnaissent de leur rencontre du matin. Les autres filles demandent à Kazumi si elle connaît le nouveau. Kazumi révèle qu'Akito était son chevalier servant et l'a sauvé d'un grand méchant le matin. Les filles sont fans de l'héroïsme d'Akito. Il ressemble à un héros de rêve d'une bande dessinée romantique. Le professeur dit à la classe de se calmer, et Akito se dirige vers sa place. Il dit bonjour à sa voisine de table, mais la fille ne répond pas. Il déteste qu'on l'ignore, mais se concentre sur la classe. Loki, il aimerait être assis à côté de Kazumi. Le cours se termine et Kazumi rejoint Akito. Elle lui tient la main, et Akito essaie de ne pas finir à l'hôpital avec une seule main qui tient. Akito a le plus beau bento même s'il est un garçon. Les filles se demandent qui a préparé son déjeuner. Peut-être qu'il a une petite amie cachée. Parler de subtilité. Akito parle aux filles de sa sœur aînée, Fuyumi. Kazumi sourit. Heureusement, son héros n'a pas de demoiselle à surveiller. Akito lui lance un regard de côté sur sa remarque pas si subtile. Les filles se présentent à lui une par une. Elles demandent pourquoi il a même été transféré dans une école pour filles. Il est venu ici pour résoudre les problèmes de l'école, révèle-t-il. Les filles rient de cela. Il n'y a pas de grand méchant dans cette école, alors de quoi Akito doit-il s'inquiéter? Akito demande s'il y a de mauvaises rumeurs concernant l'école, et Kazumi le repousse. Il devrait se soucier davantage de sa vie scolaire et peut-être passer du temps seul avec quelqu'un qui l'intéresse. Kazumi va de l'avant avec audace et force, puis elle essuie le ketchup du visage d'Akito et lui dit de l'appeler simplement par son prénom. Dans la culture japonaise, les prénoms sont réservés aux amis proches ou à la famille immédiate. Akiko ne sait pas comment décrire ce sentiment, mais il se sent vraiment heureux après s'être connecté avec des personnes de son âge. La fille qui était assise à côté d'Akito en classe fixe le groupe avec un regard étrange dans les yeux. L'école se termine. Akito rentre chez lui mais se demande si Fuyumi lui a parlé de la mauvaise école. Kazumi appelle Akito et serre son bras dans ses bras de nulle part. Notre fille ici va 10 fois plus fort pour emballer cet homme. Akito a des pensées pas si sûres pour le travail sur Kazumi, mais ils décident de marcher ensemble. Akito lui raconte sa précédente rencontre à l'école, et Kazumi le félicite. Elle aime les hommes forts, ce qu'Akito déchiffre comme signifiant qu'elle craque totalement pour lui. Elle demande à Akito s'il la protégera à nouveau d'un grand méchant. Akito accepte avec empressement, et Kazumi sourit. Comme n'importe quel mec moyen, Akito pense que c'est sa chance, et Kazumi est totalement amoureuse de lui. Quand Akito rentre à la maison, il dit à Fuyumi qu'il démissionne. Il veut que Kazumi ait une vie normale, et il l'aidera à y parvenir. Une femme regarde un mec, et il pense que le monde entier tourne autour de lui. Fuyumi lui rappelle qu'il ne peut se déplacer librement que parce qu'il travaille pour son projet, un retour à la réalité bien nécessaire. S'il démissionne, il sera renvoyé à l'isolement. Akito met fin à ses pitreries. Il travaillera sous ses ordres si c'est le cas. Le lendemain, Akito entre dans sa salle de classe et voit des cheveux partout sur le sol. Sa camarade de classe est assise par terre, les larmes aux yeux, avec le crâne rasé. Aikido regarde la personne qui a fait ça. Son cœur se brise en 1000 morceaux quand il voit que Kazumi a une tondeuse à cheveux dans les mains. Kazumi prend son visage de petite fille impuissante et invite Aikido à se joindre à la fête. Il est abasourdi en regardant la fille chauve, la tondeuse à cheveux dans la main de Kazumi et les cheveux qui tombent sur le sol. Il ne sait pas quoi dire. Kazumi dit que ce genre de coiffure est très tendance en ce moment, et que la fille aime ça. La fille qui est sur le point de pleurer n'en dit pas beaucoup, sauf qu'elle est d'accord. Akihiro rit nerveusement et dit qu'il est content que Kazumi ne soit pas une brute, car on aurait presque dit que la pauvre fille était victime d'intimidation. Les filles sourient toutes, et Akihiro croit à leurs mensonges. Il est impossible que sa parfaite Kazumi puisse jamais brutaliser qui que ce soit. La fille chauve regarde le sol, et elle sait qu'elle a de gros problèmes parce qu'Akito vient de valider Kazumi et ses pitreries. Après la fin du cours, Akito et sa camarade de classe, Madoka, sont chargés du nettoyage. Madoka porte une perruque pour cacher son horrible coiffure, et Akito lui demande pourquoi elle porte une perruque. Madoka l'ignore et nettoie le sol. Akito n'arrête pas de la harceler jusqu'à ce qu'elle craque. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu ça. Akito est à court de mots. Il ne sait pas pourquoi Madoka est en colère. Madoka se met à pleurer et dit qu'elle ne veut parler à personne qui suit des gens comme Kazumi comme un chiot perdu. Akikido ne comprend pas. Kazumi est une fille vraiment sympa. Il demande à Madoka de lui fournir des preuves. Elle montre sa tête.
Kazumi a gravé des mots vraiment méchants sur son cuir chevelu. Akido n'y croit pas. Comment sa fille parfaite pourrait-elle être cette brute? Akido se bat contre Madoka pour l'honneur de Kizumi. Madoka gifle Akido, ce qui est mérité pour être honnête. Elle lui donne un autre retour à la réalité dont il a besoin pour sortir de son état d'esprit de dilulo. Il connaît à peine Kazumi depuis un jour ou deux, et il se comporte comme un grand seigneur. Akido ne dit rien. La porte s'ouvre et Kazumi remarque la main levée de Madoka. Akido dénonce Madoka et dit qu'elle l'a giflé. Kazumi tient Madoka et lui dit de s'excuser, ce qu'elle fait. Elle n'a aucune chance contre deux brutes. Kazumi propose de rentrer à la maison avec Aikido s'il a fini de nettoyer, et ils partent ensemble. Akihito et Kazumi rentrent ensemble. Akihito aime la façon dont il peut agir normalement avec quelqu'un. Il lâche qu'il aimerait que ce soit toujours comme ça, mais il se tait parce qu'il pense avoir gâché le coup. Kazumi l'entend et rougit. Elle veut aussi être avec lui pour toujours. Kazumi l'invite dans une salle de classe vide le matin, afin qu'elle puisse lui montrer quelque chose de très important. Akihito, étant le chiot amoureux qu'il est, promet de la rencontrer. Avant de partir, Kazumi l'embrasse sur la joue. Si toutes les interactions précédentes n'avaient pas suffi, celle-ci a fait l'affaire. Akihito souhaite épouser Kazumi. Elle est tout ce qu'il a toujours voulu chez une fille. Kazumi rentre chez elle et le même vieil homme apparaît comme avant. Au lieu de lui dire quoi que ce soit, le vieil homme s'incline. Kazumi se dirige vers une maison où tous les hommes s'inclinent devant elle et la remercient pour tout son travail acharné. Kazumi ne sourcille pas et se dirige directement vers les portes. Le lendemain, Akihito attend Kazumi à l'intérieur de la salle de classe. Il se promène nerveusement en se demandant si Kazumi va le demander en mariage ou non. Il va l'épouser, et ils auront beaucoup d'enfants. Des rêves tout à fait normaux. Au lieu de Kazumi, Madoka entre. Akihito est choqué et demande pourquoi Madoka est ici. Il commence à se battre immédiatement parce qu'il a peur qu'elle le gifle à nouveau. Il menace Madoka avec Kazumi. Madoka ne s'arrête pas. Au lieu de cela, elle demande Akikido en mariage et commence à laisser tomber ses vêtements. Elle fait une approche sur Akikido. Il lui dit de reculer quand il reprend ses esprits. C'est un homme fiancé, et sa fiancée est Kazumi. Il est trop intelligent pour courir après des filles au hasard. Aikido sort de la salle de classe, et la chose suivante le choque. Kazumi se tient debout avec un groupe de filles qui ont des téléphones dans les mains et sont prêtes à l'enregistrer. Kazumi a l'air énervé. Aikido explique que Madoka lui a fait une approche. Il a été pris par la tentation, mais il l'a repoussé parce qu'il lui est fidèle. Kazumi le repousse et lui dit qu'il a déjoué ses plans pour détruire sa réputation. Elle allait faire une vidéo de lui harcelant Madoka et la partager avec tout le monde. Aikido remarque la cigarette dans sa bouche. Ce n'est pas la fille dont il est tombé amoureux. Il lui dit que c'est une façon très méchante de parler et qu'elle ne devrait pas fumer. Ce n'est pas bon pour leurs futurs enfants. L'homme ne comprend pas. Kazumi se moque de lui. Elle ne le connaît même pas, et il se comporte comme un saint. Kazumi attrape sa chemise et lui dit qu'elle ne veut pas être avec un mauvais perdant comme lui. Il a un visage qui ressemble à une pomme de terre. Elle brûle sa cigarette sur son front, et Aikido hurle de douleur. Il ne comprend pas. Il veut l'épouser, et elle se comporte très méchamment. Kazumi gifle Aikido avec son téléphone et lui dit de reculer. Il se comporte comme un vrai pervers, et son haleine sent mauvais. Les chaussures de Kazumi se salissent, et Madoka sort de la salle de classe en même temps. Kazumi la harcèle pour qu'elle lèche ses chaussures, sinon, Madoka se met à genoux pour commencer à lécher pendant que les filles sortent leur téléphone pour l'enregistrer en train de s'humilier une fois de plus. Madoka lèche ses chaussures, et Kazumi l'humilie davantage. Elle regarde ensuite Akihito et ramène la tondeuse à cheveux. Elle arrache la perruque de Madoka et lui dit de raser tous les cheveux qui restent. S'il fait du bon travail, elle le gardera comme animal de compagnie personnel. Heureusement, Akihito sort de son état d'amoureux et se concentre sur le fait que Kazumi est vraiment méchante. Tout ce que Madoka lui a dit était correct. Il se relève et lui demande une dernière fois si elle est vraiment cette méchante sorcière. Kazumi rit et dit qu'il est idiot de ne pas l'avoir vue plus tôt. Akihito prend la tondeuse à cheveux de Kazumi. Les filles rient de Madoka et de son destin d'être soumise à ce harcèlement. Les filles encouragent Akihito, mais ce qu'il fait ensuite est vraiment choquant. Il utilise la tondeuse sur Kazumi et ses cheveux tombent sur le sol. Akihito lui dit combien ses cheveux sont beaux maintenant. C'est le même sort qu'elle a réservé à Madoka. Pour ajouter à l'insulte, il lui demande si elle a l'air aussi tendance que la coiffure. Au moins maintenant, Akihito peut voir quelle sorcière est Kazumi. Kazumi touche le haut de son front avec horreur alors qu'elle trouve l'absence de cheveux choquante. Elle tient les mèches de cheveux dans sa main qui ont été coupées de sa tête et regarde l'écran verrouillé de son téléphone comme un miroir pour voir à quel point c'est mauvais en réalité. Quand la réalité s'installe, Kazumi hurle d'horreur. Akihito se demande si la nouvelle coiffure de Kazumi est tendance de nos jours. Il se moque d'elle en disant qu'elle ressemble à une guerrière déchue, celle qu'ils apprennent à l'école. Les passants sont choqués par ce qui se passe devant eux, et soudain, quelqu'un dans la foule laisse échapper un rire. Kazumi se contente de se tenir là et de tourner la tête vers la source du rire. Elle s'aime et demande qui riait et trouvait tout cela amusant. Tout le monde évite son regard et secoue la tête en insistant sur le fait que ce n'était pas eux. Kazumi ignore tout le monde et s'éloigne, arrachant le rasoir des mains d'Aikido avec colère. Les filles à ses côtés ont expliqué qu'elles ne se moqueraient jamais d'elle,
mais la colère de Kazumi ne s'apaise pas, et elle attaque l'une des filles avec le rasoir sur le visage. Elle passe à la fille suivante, et le couloir se remplit de cris d'horreur et de douleur de chaque fille qu'elle attaque. Il y a des trucs rouges partout, et quand elle a finalement fini avec toutes les filles, elle gise sur le sol en se tortillant et en couinant de douleur. Kazumi souffle à bout de souffle, et elle se retourne pour s'en prendre aux responsables de sa situation et voit le couloir derrière elle vide. Elle grommelle qu'elle ne les laissera pas s'en tirer avec ce qu'ils lui ont fait. Akihiro et son nouvel ami s'enfuient de l'école. La fille le conduit quelque part au loin, et Akihiro finit par lui dire de s'arrêter parce qu'il pense qu'ils sont déjà allés assez loin pour ne pas être en danger. La fille s'excuse auprès de lui, disant qu'elle pensait qu'il était juste crédule et idiot, mais il a clairement prouvé qu'il était quelque chose de plus en tenant tête à Kazumi. La fille dit qu'il est juste pur, et Akihito lui dit que c'est lui qui devrait s'excuser parce qu'il n'a certainement pas aidé son cas. Il explique qu'elle aurait dû simplement dire non si elle ne voulait pas faire quelque chose de ce genre au lieu de suivre le mouvement du harcèlement. Elle dit qu'il est impossible pour quiconque de s'opposer à Kazumi à cause du groupe Kujo. Akihito se demande ce qu'est le groupe Kujo, et la fille explique que c'est un groupe Yakuza qui rôde dans leur région. C'est leur territoire, et le père de Kazumi est le chef du groupe Kujo, alors elle utilise ce pouvoir pour arriver à ses fins et faire ce qu'elle veut. Quiconque s'oppose à elle, elle obtient le droit d'utiliser ses antécédents familiaux. Elle est toujours la reine et ne laisse jamais les autres filles avoir leur mot à dire. Alors qu'elle était harcelée par Kazumi, son ami a essayé d'arrêter Kazumi sans se soucier de quoi que ce soit comme le pouvoir du genre, mais cela a tellement mis Kazumi en colère que quelqu'un contestait son autorité, alors son ami a connu un sort malheureux sur le toit de leur école. Les filles n'arrêtaient pas de chanter, demandant à l'ami de voler, puis Kazumi l'a frappé à la fin. Toutes les autres filles n'ont jamais pensé que Kazumi serait celle qui pousserait physiquement quelqu'un parce que c'est un meurtre de sang-froid, mais c'est arrivé exactement comme ça. Les filles ont regardé avec horreur et avaient peur de subir le même sort, alors elles ne se sont jamais opposées à ce que Kazumi ait dit. Kazumi s'est retourné pour dire aux filles de rire de la performance qu'elle venait de voir, mais la fille qui est maintenant la cible des jeux malsains de Kazumi n'a pas ri du tout. Kazumi l'a forcée à rire, et elle s'est sentie malade à l'estomac pour lui avoir obéi. Après cela, elle est allée supplier l'enseignante de gérer le cas extrême de harcèlement scolaire en cours et a été rassurée par l'enseignante que cela serait traité, et elle s'est sentie heureuse et a pensé que quelque chose allait changer dans leur école. Mais quand elle est allée en classe le lendemain, elle a vu l'enseignante et Kazumi toutes souriantes et gloussantes. Kazumi a salué Madoka et a expliqué que l'enseignante avait parlé à Kazumi de sa petite conversation avec Madoka et de la façon dont elle lui avait demandé de faire quelque chose contre le harcèlement. L'enseignante était fière de tout réexpliquer, prenant clairement le parti de Kazumi. C'est ainsi que Madoka s'est retrouvée du mauvais côté de Kazumi, et depuis lors, elle souffre toute seule aux mains de Kazumi. Madoka a les larmes aux yeux alors qu'elle explique tout cela à Aikido. Elle lui dit qu'elle n'a plus d'alliés ou d'amis sur qui elle peut compter, même émotionnellement, et Aikido l'interrompt pour lui dire qu'elle en a un, et c'est lui. Les yeux de Madoka s'écarquillent devant le sourire éclatant qu'Akihito a sur son visage et lui dit qu'il fait une erreur en se mettant du mauvais côté de Kazumi. Akihito commence à avancer en disant qu'il s'est déjà fait un ennemi d'elle quand il lui a rasé les cheveux, et cela ne le dérange pas même s'il s'oppose au Yakuza parce qu'il est un criminel, donc il n'a rien à perdre. Madoka fait ses adieux, et ils se séparent pour la journée. Le lendemain, l'enseignant demande si Kazumi est absente et remarque que Madoka est également absente. Cela ne plaît pas à Aikido car il n'aurait pas pu être absent en même temps. Il se rend compte que quelque chose doit se passer avec Madoka, probablement un rhume que les deux ont attrapé, mais aussi que Madoka était harcelée par les actions de Kazumi. L'enseignant passe à autre chose pour commencer la classe, et soudain, la porte de la classe s'ouvre d'un coup de pied. Un homme Yakuza fort et nonchalant entre dans la salle de classe et provoque le chaos dans la salle de classe. Lorsqu'on lui demande ce qu'ils font à l'école, l'homme de tout à l'heure s'approche d'Akihito et lui dit que la salle de classe sera son cimetière. Ils sont dans la suite avec une vue sur le ciel et au-delà de l'hôtel qui est géré par le groupe Kujo. Kazumi est assise sur le canapé alors qu'elle fait tournoyer du vin dans le verre qu'elle a dans les mains et dit à Madoka, qui est assise devant elle ligotée et tout, qu'Akihito se fait probablement battre pendant qu'elle parle. Elle enregistre l'état dans lequel se trouve Madoka et lui dit que quelques mecs d'âge moyen au hasard se présenteront dans un petit moment pour faire ce qu'ils veulent d'elle, et qu'elle devrait les laisser faire jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Elle rit maniaquement alors qu'elle met ses pieds sur le visage de Madoka et lui dit qu'elle enregistrera la vidéo de Madoka passant le pire moment de sa vie. Madoka crie à l'aide en silence qu'elle sait qu'il ne recevra pas de réponse. Il n'y a personne qui va l'aider maintenant, et sa vie est ruinée. La sonnette retentit et Kazumi se réjouit que ce doivent être les hommes qu'elle a appelés. Madoka regarde avec horreur. Rien ne peut la préparer à ce qui allait lui arriver. Kazumi ouvre joyeusement la porte et reçoit un coup de poing en pleine figure. Elle est renvoyée en arrière, et il s'avère que la fausse perruque qu'elle portait pour couvrir sa tête rasée tombe également. Madoka pleure de soulagement que ce soit Akihiro qui soit venu à son secours au lieu de tout ce que Kazumi lui racontait d'odieux. Akihiro entre et dit à Kazumi qu'il est là pour la battre. Kazumi est choquée. Elle se demande comment il a réussi à les atteindre alors qu'il était censé être occupé par les hommes qu'elle avait envoyés après lui. Akihiro va voir tante Madoka et dit à Kazumi que les gars en costume noir qu'elle a envoyés après lui le leur ont dit quand il a menacé de les battre jusqu'à ce qu'ils avouent,
ce qu'ils ont finalement fait après qu'il ait commencé à être fidèle à ses paroles. Kazumi tient son nez ensanglanté dans sa main alors qu'elle n'en revient pas d'avoir envoyé plusieurs hommes contre Aikido, mais ils ont tous été abattus par le même gars qui se tenait devant elle. Qui diable est vraiment Aikido? Madoka tient la main d'Aikido et lui dit qu'elle lui est reconnaissante de lui avoir sauvé la vie. Kazumi commence maintenant à avoir une crise de colère, disant qu'elle est la fille du groupe Kujo et qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle rencontre sa fin dans un endroit comme celui-ci. Sûrement que quelqu'un mettra fin à cette folie. Elle appelle Damodo, son garde du corps qui se tient entre elle et Akihito, lui disant de s'occuper d'Akihito rapidement. Akihito dit à Damodo de reculer parce que la personne qu'il veut vraiment battre est en fait Kazumi. Damodo, cependant, prétend être un garde du corps loyal disant qu'il n'y a aucun moyen qu'il pose la main sur Kazumi et qu'il s'en sorte vivant. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase avec le sentiment attaché, il reçoit un coup de poing au visage. Cependant, cela n'a pas beaucoup d'effet sur un si grand type. Akihito lui donne un autre coup de poing, et Domoto se demande s'il essaie d'imiter un match de boxe. Domoto soulève Akihito et le lance dans les cheveux pour le jeter sur le sol dur d'une seule main. Akihito se rend compte que le type est dans une autre ligue alors qu'il tombe sur le dos. Il se lève en souffrant, disant que son dos lui fait immensément mal. Mais avant qu'il n'ait la chance de se rétablir, il est repris par le bras une fois de plus et est jeté une fois de plus. Il s'écrase contre quelque chose alors que Kizumi s'exclame à haute voix que Dumoto est un professionnel du judo, et qu'un lycéen normal comme Akihito n'a aucune chance. Peut-être pourrait-il essayer de lui parler à la place. Akihito n'abandonne pas sans se battre alors qu'il lui dit qu'il n'est pas un lycéen ordinaire et qu'il est un étudiant transféré criminel. Dumoto se prépare pour une autre attaque, mais Akihito la voit venir et lui dit que sans sa chemise, il ne peut pas l'attraper de nulle part. Dumoto lui dit qu'il a immensément tort alors qu'il l'attrape par sa clavicule et le lance à travers la pièce sur son dos. Madoka regarde avec horreur alors qu'Akihito gît sans vie sur le sol. Kazumi se prélasse dans la victoire bien qu'elle soit de courte durée car Akihito se lève toujours même s'il est étourdi par tous les lancers qui se sont produits. Kazumi est choqué car il n'aurait pas dû être capable de se relever du tout. Nomura lui demande si Akihito a déjà appris le judo, et il obtient une réponse connue. Il se demande pourquoi il esquive et gère si facilement les lancers, et Akihito sourit alors qu'il laisse échapper un soupir gloussant disant que quand il était jeune, sa mère avait l'habitude de le lancer tout le temps. Madoka le regarde avec inquiétude en apprenant sa nouvelle légende, mais Dumoto passe à l'action. Cette fois, Akihito voit le coup venir et contre-attaque avec un coup de poing, arrêté par Dumoto qui lui saisit le bras. Il entraîne Akihito dans une impasse, et Akihito crie de douleur. Dumoto menace de lui casser le bras, puis l'autre. Akihito ne le laisse pas faire et se casse lui-même le bras pour s'étendre davantage et le frapper. Kazumi est surprise par ce qu'a fait Akihito, mais Dumoto le rassure en disant qu'Akihito est maintenant handicapé, mais Akihito charge quand même vers lui. Il anticipe un coup sur son côté gauche, mais au lieu de cela, Akihito le frappe sur le côté droit. Akihito montre que son bras est peut-être cassé. Il peut toujours frapper fort avec. Damodo gît sans vie sur le sol, complètement assommé par Akihito, et Kazumi regarde avec surprise. Elle craque peu après, cependant, hurlant des jurons à Dumoto pour qu'il se relève au lieu de laisser un type avec un bras cassé le malmener. Dumoto rassemble l'énergie nécessaire pour se relever, en pensant à son plan d'action pour combattre Aikido et le vaincre. Il se demande comment le fait de balancer Aikido n'a pas du tout fonctionné pour lui. Les verrous qu'il a appris du judo ne sont pas non plus efficaces pour le mobiliser. Akihito est comme un fou qui a envie de se battre. Yamoto parie qu'il va probablement continuer à se battre même s'il va jusqu'à casser les jambes ou l'autre bras d'Akihito. De toute évidence, il ne fait pas le poids face à Akihito, et il admet sa défaite avec élégance. Akihito est surpris par le drapeau blanc soudain que Dumoto a levé devant lui sous la forme d'une poignée de main et est confus par le changement soudain de comportement de Dumoto. Akihito s'avance pour la poignée de main, prêt à tout oublier. Mais avant qu'il n'ait la chance de le faire, Dumoto attrape sa clavicule pour l'attaquer une fois de plus. Akihito n'est pas capable de s'éloigner à temps, et il est donc blessé par l'uppercut que Dumoto lui a porté sur la clavicule. Akihito trébuche en arrière à cause de l'attaque tandis que Dumoto explique qu'il avait initialement prévu de ne vaincre Akihito qu'en utilisant le judo, mais il existe plus d'une technique dans l'art pour vaincre un adversaire, qui dans son cas, l'autre est la boxe. Dumoto lui donne un coup de pied dans le ventre, et Akihito est repoussé en arrière. Il essaie de reprendre ses esprits, mais avant de pouvoir le faire, il doit se préparer à l'attaque imminente qui se dirige vers lui. Dumoto l'attrape par le bras et l'écrase sur la table où se trouvait le vin de Kazumi. Madoka crie son nom avec inquiétude, pensant qu'il pourrait réellement être gravement blessé, voire perdre la vie s'il continue à recevoir des coups comme celui-ci, tandis que Kazumi se contente de rire de façon maniaque. C'est tout ce qu'elle a fait depuis le début de ce fiasco de toute façon. Kazumi se tourne vers Madoka, se moquant d'elle en lui disant qu'elle n'aurait pas dû avoir de grands espoirs en pensant qu'elle serait sauvée par une mauviette qui se fait tabasser. Madoka a peur de l'aura de Kazumi alors qu'elle continue de se moquer d'elle. Kazumi la force à bien regarder l'état dans lequel se trouve Akihito, complètement amoché et incapable de faire quoi que ce soit. Elle force Madoka à regarder, lui disant qu'elle croit qu'il n'y a pas de happy ends dans ce monde pour des gens comme Akihito et Madoka. Le corps de Akihito gît sur le sol car il s'est évanoui.
Demoto vérifie son état et dit que sa défaite était déjà déterminée il y a un certain temps, avant même qu'il ne commence à se battre. Au moment où Akihito s'est moqué de lui en disant qu'il n'avait que son judo sur lequel compter, c'est à ce moment-là que Demoto avait déjà battu Akihito au combat. Soudain, la main de Demoto est attrapée, et il est choqué de voir qu'Akihito est toujours en train de donner des coups de pied et prêt à se battre. Tout ce qu'Akihito fait, c'est de sourire et Demoto commence à se mettre en colère. Il est impossible qu'un gamin comme lui puisse être aussi résilient au combat. Après tout, il ne sait que donner des coups de poing. Il est impossible qu'il perde contre un type comme lui. Akihito soulève Demoto avec un seul bras valide et le jette à travers la pièce en utilisant sa propre technique contre lui. Tout le monde est choqué par sa force et sa volonté démentielle. Il est comme un fou qui ne veut rien perdre. Il lui renvoie les paroles de Demoto en lui disant qu'il a perdu au moment où il a pensé qu'Akihito ne connaissait pas le judo. Alors que Demoto est en l'air, il réalise qu'Akihito pourrait bien prévoir de l'envoyer voler par la fenêtre. Il décide de ne pas laisser Akihito s'en tirer et plante ses pieds dans le sol afin qu'il soit plus difficile pour Akihito de le balancer. Cela fonctionne, cependant, car ses pieds continuent de glisser sur la lotion qui est tombée quand c'était lui qui manipulait Akihito et le balançait. Il serre fermement Akihito et dit que s'il est celui qui tombe, alors il emmènera Akihito avec lui. Akihito laisse échapper un petit rire, disant que son plan était exactement le même. Kazumi, Madoka et Damodo sont tous les trois choqués par sa disposition, se demandant quel genre de lunatique se jetterait par la fenêtre avec son adversaire. Madoka court vers la fenêtre brisée maintenant et voit Aikido qui sourit en tombant au sol. Il s'exclame qu'il va revenir bientôt pour la chercher comme s'il allait s'en sortir vivant après être tombé d'une telle hauteur. Kazumi regarde avec horreur Dumoto dans la piscine, immobile, tandis qu'Aikido est introuvable. Elle réalise la position dans laquelle elle se trouve maintenant et décide de s'enfuir. Madoka l'attrape juste avant qu'elle n'atteigne la porte, s'exclamant qu'elle ne laissera pas Kazumi s'en tirer avec quelque chose comme ça. Kazumi riposte en la frappant et en lui tirant les cheveux, lui disant de la lâcher, mais Madoka s'accroche avec acharnement, disant qu'elle ne la lâchera pas tant qu'Akihito ne sera pas venu s'occuper d'elle. À ce moment précis, Akihito entre en dégoulinant d'eau et avec un sourire sur le visage. Kazumi se plie immédiatement, commence à s'excuser pour son comportement, mais Akihito ne l'accepte pas. Elle essaie ensuite de le soudoyer avec de l'argent en disant que tout son argent pourrait être à lui, mais Akihito n'a qu'une seule réponse pour elle, il n'en veut pas. Elle va même jusqu'à vendre son corps en échange de ce qu'on la laisse tranquille, et Akihito se tait pendant 1 minute. Considérant cela comme sa chance, elle commence à se déshabiller en pensant qu'elle pourrait avoir de la chance. Akihito la regarde fixement. Kazumi a une arme à la main derrière son dos, et quand elle en a l'occasion, elle n'hésite pas à l'attaquer avec. Mais Akihito esquive et obtient ce qu'il veut tout en lui donnant un coup de poing au visage. Elle est assommée après cela, et Akihito fait ses adieux à sa jeunesse qu'il vient de perdre. Au bureau de l'éducation spéciale, le cas de l'école, ce que Kazumi et ses complices ont fait avec l'intimidation et le groupe Kujo, est en cours de discussion. L'ordre est donné à la dame aux cheveux roux et aux lunettes de poursuivre le projet, mais discrètement même si Kazumi a déjà avoué et est puni pour ses crimes. La dame sort du bâtiment et s'occupe de ses affaires lorsqu'elle entend soudainement un clic d'appareil photo dans sa direction. Il semble qu'il s'agisse d'un homme aux cheveux blancs qui a pris sa photo, et elle se met immédiatement en action, plaquant l'homme au sol et lui arrachant le téléphone des mains. L'homme se rend immédiatement, et la femme réalise qu'il s'agit de quelqu'un qu'elle connaît, le directeur Sakaki, qui lui fait un signe de la main en guise de salutation. Ils vont déjeuner ensemble pendant que le directeur Sakaki explique comment elle a traité tous les cas qu'ils avaient du mal à résoudre un par un, toute seule. La femme dit qu'elle est également surprise car elle n'avait jamais prédit qu'Akihito serait capable d'obtenir des résultats aussi incroyables en si peu de temps. Il relève son téléphone et parle de la commodité de son utilisation. Il suffit de le pointeur vers quelqu'un pour qu'il vous dise si cette personne est maléfique ou non. Elle explique qu'il ne s'agit que de points qui ont été attribués par Tokyo, le bureau de l'éducation spéciale, et que les chiffres ne servent que de base à la reconnaissance faciale. Et celui qui calcule les points est le programme de surveillance du gouvernement. Grâce à la caméra de surveillance qui se trouve dans tout le pays et qui contrôle la vie quotidienne des citoyens, ces derniers n'ont aucune idée qu'un tel système existe. Comme Sakaki est du gouvernement, il défend son organisation en disant qu'il mène l'éducation en secret, de sorte qu'ils n'ont aucune idée de l'existence du bureau de l'éducation spéciale non plus. Tout s'est bien passé jusqu'à présent, mais si, Sakaki mentionne que si leur projet échouait, ils subiraient de graves conséquences. La femme prend la parole en disant qu'elle assumera l'entière responsabilité si jamais quelque chose se produit qui ne soit pas conforme au plan. Sakaki sourit et dit qu'elle est très différente et audacieuse du reste des gens de son âge et lui demande si elle a décidé quelle école elle va cibler ensuite. Elle explique que sa prochaine école est l'école secondaire Oshikyo et Sakaki se demande si c'est la même école qui est connue pour avoir la meilleure discipline de tout le Japon. La femme acquiesce et dit qu'il semble y avoir des rumeurs à son sujet concernant cette école, et elle doit vérifier cela avant que quelque chose ne dégénère. À l'école, Madoka demande si Akihito est déjà sur le départ, et il explique que les étudiants transférés criminels sont toujours occupés, donc il doit partir et passer à d'autres choses. Quand il voit à quel point Madoka est déprimée,
Luxi décide d'échanger des informations de contact avec elle et lui dit que si quoi que ce soit arrive, elle devrait le contacter tout de suite. Et quand elle le fera réellement, il sera transféré directement à l'école pour l'aider. Madoka pleure des larmes de bonheur en lui disant au revoir une dernière fois. La nuit, il est à table et demande à la même femme aux cheveux roux ou magenta qu'avant si sa prochaine mission vaut 610 points parce que la dernière école sur laquelle il a travaillé ne lui a donné que 150 points. S'il réussit avec la prochaine, il aura un total de 710 points, ce qui vaut, comme, 2 ans de travail. Il s'enthousiasme à ce sujet en partageant quelque chose avec la femme, Fuyumi. Il lui dit qu'il a réalisé, grâce à son expérience la plus récente, qu'il est toujours très important d'affronter les gens directement, et qu'il avait l'habitude de juger uniquement sur l'apparence et n'essayait même pas de comprendre les autres. Fuyumi lui dit de réfléchir à cette nouvelle découverte et lui demande ce qu'il compte faire ensuite, et il répond comme un très bon garçon, en disant qu'il écoutera les choses correctement et qu'il réfléchira plus souvent, et Fuyumi le félicite d'être un bon garçon. Le lendemain, il se rend à sa nouvelle école où il vient d'être transféré et voit 3 hommes juste devant la porte, bien mis, corrects et grands. Tous les 3 ont un air renfrogné, et Akihito se demande ce qu'ils font réellement en passant devant eux. Un des hommes l'appelle et se renfrogne en regardant les cheveux d'Akihito et les attrape. Il crie à Akihito que la couleur de ses cheveux est déjà tellement stupide, et que son visage ne l'aide vraiment pas du tout dans son cas. Le deuxième gars s'approche de lui, exigeant de connaître sa classe et son numéro d'étudiant, et Akihito explique simplement qu'il est un étudiant transféré, donc il ne sait encore rien. Il se fait pousser par un des gars et se met en colère, alors il finit par frapper au visage le gars qui le tenait par les cheveux. Le gars se met encore plus en colère et demande si Akiko sait à qui il s'en prend. Et quand il explique qu'il n'en a littéralement aucune idée, le gars montre son badge de bras, en disant que le brassard signifie qu'ils sont membres du comité de discipline de l'école secondaire à Shikyo, et qu'il est de leur responsabilité de s'occuper des délinquants tels qu'Akihito. Ils ont expliqué qu'Akihito a enfreint les règles de l'école avec ses cheveux teints, sa violation du code vestimentaire ainsi que son agression. Akihito explique qu'il n'a jamais teint ses cheveux, et qu'il n'a fait que riposter parce qu'il avait été frappé en premier. Mais les 3 hommes n'acceptent pas un non comme réponse, et il pense qu'il doit les combattre et décevoir Fuyumi une fois de plus. Juste avant qu'il ne passe à l'action, une autre voix se fait entendre alors que le président du comité de discipline arrive, avec un air cool et macho. Tous les autres hommes s'inclinent pour montrer leur respect, et un type dénonce Akihito en disant que juste après son transfert, il commence à enfreindre les règles. Le président sort son arme pointue en bois et charge Akihito et l'envoie voler alors qu'Akihito était confus par toute cette histoire. Aikido tombe sur son derrière après avoir volé suite à l'attaque du président et grogne en réponse. Le président attrape une mèche de cheveux d'Aikido qui persiste dans l'air et la sent. Il s'exclame qu'Aikido n'a pas décoloré ses cheveux et que c'est sa couleur naturelle. Akihito grogne qu'il disait la même chose depuis le début et se dirige en colère vers l'intérieur de l'école. Le président l'arrête à nouveau pour lui poser des questions sur le collier qu'Akihito porte autour du cou et toujours en colère. Akihito lui dit qu'ils viennent de lui mettre le collier, et il ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Le président lui demande d'enlever le collier, et Akihito explique qu'il ne peut pas faire ça parce que s'il le fait, le collier explosera. Le président Shiba hoche la tête en signe d'accord en disant qu'il comprend la situation dans laquelle se trouve Akihito et décide de fermer les yeux pour lui. L'un des agents disciplinaires s'exclame à Sheba qu'Aikido ne devrait pas s'en tirer aussi facilement puisqu'il a en fait violé la plus grande règle de tous les temps, qui était d'attaquer un agent disciplinaire. Sheba ne prête pas beaucoup d'attention à son subordonné, disant qu'ils l'ont probablement pris pour un transgresseur de règles et l'ont attaqué en premier. Il lui dit d'être plus prudent et se tourne vers Akihito pour lui dire de boutonner sa chemise car il est presque l'heure de l'assemblée du matin. Il demande aux spectateurs de retourner dans leur classe. Toute la foule retourne faire ce qu'elle faisait avant que toute la situation ne se produise, et Akihito se dit que Sheba ne semble pas être un mauvais gars du tout. Akihito est assis à son bureau avec la tête sur la table, déjà épuisé de la journée alors qu'elle n'avait même pas encore commencé. Il voit le type de plus tôt qui s'est battu avec lui dans la même classe que lui, et il a une entaille, pensant à des choses pas très agréables à propos de son séjour à l'école. L'interphone se déclenche soudainement et une voix crie pour que l'assemblée du matin ait lieu dans tout le lycée, et Aikido voit le reste de ses camarades de classe passer soudainement à l'action. Il est surpris par l'autonomie totale de la classe, mais il n'a pas beaucoup de temps pour rester surpris car le chef disciplinaire commence à le torturer une fois de plus, lui ordonnant de se lever pour l'assemblée du matin. Soudain, toute la classe commence à crier une sorte d'article 1 qui dit essentiellement de respecter les droits de l'homme, puis il passe à l'article 2, qui porte sur l'élimination de la racine du mal. Le type demande à Akihito s'il sait de quoi parle l'article 3, et Akihito essaie d'expliquer quelque chose, mais ne trouve rien de crédible. L'agent disciplinaire claque sa tête sur sa propre table, le traitant d'idiot pour ne pas utiliser son cerveau et ne pas savoir ce qu'est l'article 3. Clairement, il a des problèmes. Plus tard dans la journée, Akihito dort paisiblement en classe, mais un autre agent disciplinaire vient tout gâcher pour lui et le gifle à la tête en criant que les élèves ne sont pas autorisés à dormir pendant les cours. Une autre punition pour s'avachir et ne pas s'asseoir droit dans une posture parfaite à 90 degrés. Toute la journée se passe comme ça, et c'est enfin l'heure du déjeuner.
Il fouille dans son sac pour sortir la boîte à bento que Fuyumi lui avait préparée, mais un autre agent disciplinaire entrant l'appelant un idiot et jette son déjeuner en l'air. Akida fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver le bento, et quand il réussit, il s'écrase sur l'autre homme qui se contente de renfrogner pour avoir apporté de la nourriture dégoûtante à l'école comme un hamburger et que l'école fournit le déjeuner. Donc, s'il veut bien manger, il devrait se rendre à la cafétéria. Akihito a sa nourriture devant lui de la cafétéria de l'école. De la viande, des glucides et des légumes verts, et aussi étrange que cela puisse paraître, des médicaments. Quand il s'exclame bruyamment sur l'absurdité du déjeuner devant lui, le type de Pluto lui dit qu'il a un repas parfaitement équilibré, qui a été conçu par le nutritionniste de l'école. Et s'il mange ça, il aura sûrement une santé parfaite. Avant qu'il ne puisse dire un mot, une merveilleuse bouteille est fourrée dans sa bouche, et il n'a pas d'autre choix que de boire de l'eau de force. Vient ensuite un jus vert spécial, qui rend Akihito malade à l'estomac. Il a l'impression qu'il va vomir à tout moment, ce qu'il fait plus tard lorsque son estomac ne peut pas tout supporter. À la fin de la journée, le goût amer de la nourriture persiste encore dans sa bouche alors qu'il rentre chez lui. Il pense que l'école est très malade de faire subir de telles extrémités à leurs élèves. Tout doit être suivi selon les règles. Alors qu'il rentre, il remarque un type qui bat un autre type et lui demande de l'argent. Il se débarrasse rapidement de la situation juste au moment où Sheba arrive et lui demande si c'est lui qui a battu le type sur le sol, pensant qu'il va avoir des ennuis maintenant. Aikido se prépare, mais Sheba se contente de sourire et le félicite d'avoir combattu le mal et tend la main en disant qu'il pourrait valoir la peine d'être compris à nouveau même si sa première impression d'Aikido était la pire. Il lui demande de lui prêter sa force afin qu'ils puissent ensemble faire de l'école un meilleur endroit. Aikido est un peu confus par toute cette épreuve, mais prend quand même la main de Sheba pour former une alliance. Ils se disent au revoir pour la journée, et alors qu'Aikido part, Sheba se tourne vers le tyran au sol et se débarrasse rapidement de lui car ce n'était pas la première fois qu'il devait discipliner le type. Il semble que l'obsession de Sheba pour vaincre le mal va bien au-delà des droits des humains à être préservés et respectés, car il n'a aucun problème à battre quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Akihito et Sheba rient en battant les méchants comme s'ils étaient en rendez-vous et passaient le meilleur moment de leur vie. Sheba se tourne vers l'élève qui était la cible de ce harcèlement et lui demande s'il va bien et le rassure en lui disant qu'il n'a plus à s'inquiéter. Il tend la main pour que le type la prenne. Il lui dit que tant qu'il sera là, le mal ne fera pas le poids face à lui. L'élève remercie Sheba et on lui dit qu'il devrait rester sous la supervision du comité afin que les délinquants ne puissent pas s'en prendre à lui. Il demande à ses subordonnés d'emmener l'élève à l'infirmerie, et Akihito se contente de rester là et se demande quoi faire maintenant. Sheba le regarde et soupire de soulagement, se sentant fier d'avoir passé une excellente journée à faire respecter la justice. Akihito pense qu'il avait l'habitude de penser à Sheba comme à un type coincé, mais il s'est avéré être un bon gars en réalité. Akihito regarde son téléphone pour savoir combien de points il a obtenu pour avoir battu les méchants, et il s'avère qu'il n'a obtenu que 10 points. Sheba se penche pour voir également sur son téléphone et lui demande ce qu'il vérifie. Akihito explique que lorsque vous tenez le téléphone vers la personne, vous pouvez voir ses points de mal. Sheba se fige instantanément et arrache le téléphone des mains d'Akihito, disant que posséder un smartphone est contraire au règlement de l'école et qu'il conservera une telle technologie intelligente. Akihito lui dit de lui rendre son téléphone, mais Sheba l'ignore en disant qu'il a quelque chose à semer, il prendra donc sa feuille. Akihito se rend compte qu'il a peut-être fait une bêtise et qu'il finira par se faire gronder par Fuyumi pour avoir perdu le téléphone qu'elle lui avait donné. Félicite Sheba pour un travail aussi formidable, en disant qu'avant qu'il ne vienne à l'école était remplie de délinquants qui commettaient toujours des violations du règlement de l'école, mais maintenant leur école a la réputation d'être la plus disciplinée de tout le Japon. Sheba est heureux d'entendre les éloges de son travail, et il se demande s'il peut demander quelque chose. Le président lui dit d'y aller, et Sheba évoque le nouvel élève transféré. Et qui ? Le président rapporte au président de l'école, en disant que le nombre total de violations auxquelles ils ont été confrontés dans l'école est tombé à 9. Enfin, ils sont à un seul chiffre. Le président est heureux d'entendre cela à Ito, et que le président sache ou non qui il est exactement. Le président est surpris d'entendre le nom évoqué en bégayant car il dit qu'il ne connaît pas les détails lui-même, et Sheba pense qu'il est étrange que le président ne sache pas quelque chose alors qu'il est la plus haute autorité de l'école. Rien ne lui échappe. Le président commence à transpirer et essaie d'être plus prudent. Il dit à Sheba que tout ce qu'il sait, c'est qu'Ekihiko est membre du gouvernement et qu'il est soutenu par de grandes personnes. Sheba hoche la tête et commence à lui parler du sujet principal. Sheba était venu présenter un document de proposition. Le président lui dit qu'il est prêt à accepter toute proposition que Sheba lui lance, et quand il se met réellement à lire la proposition, il est surpris. La proposition en question est fixée à la seconde près de chaque minute, comme à 8h29 et 57 minutes. Les élèves sont censés s'asseoir. Il semble tout simplement fou de proposer une telle chose pour gérer le comportement des élèves à chaque seconde. Si cette proposition est acceptée, alors la discipline scolaire ne sera plus jamais perturbée. Le président, cependant, a quelques inquiétudes car il se demande s'ils ne vont pas trop loin. Il pourrait être en train de voler aux élèves leur liberté. Puisqu'il semble recevoir un non comme réponse à la proposition,
il sort le smartphone qu'il a pris à Akihito et vérifie les crimes du président. Il découvre qu'il n'est pas exactement un saint lui-même puisqu'il a commis des détournements de fonds et du harcèlement d'élèves. Le président semble être mauvais aussi, et Shaba doit faire quelque chose à son sujet. Shaba dit au président que tout ce qu'il lui a demandé de faire, c'est d'apposer discrètement son cachet d'approbation sur la proposition, et la réputation améliorée de l'école sera également un résultat favorable pour lui. Il prend congé, et alors qu'il descend le couloir, il vérifie le téléphone pour remarquer qu'il y a un mot de passe dessus. Il décide d'utiliser la fonction importante pour exposer les crimes de tout le monde. À la maison, Fuyumi et Akihito partagent un dîner ensemble alors qu'ils discutent de sa nouvelle école et du comité moral. Akihito dit qu'au début, il pensait qu'ils étaient dangereux, mais ils travaillent seulement à améliorer la réputation de l'école ainsi que l'environnement. Donc, à son avis, ils ne semblent honnêtement pas être les méchants, bien qu'ils devraient certainement changer la nourriture. Fuyumi lui dit de poursuivre son enquête pour le moment, et il accepte de l'aider. Son programme était simple. Il devait inspecter les déjeuners emballés, battre quelques méchants, puis terminer la journée. Akiko et Sheba descendent les escaliers après avoir combattu le mal, et Sheba le remercie car grâce à lui, la discipline à l'école est encore meilleure qu'avant. Il est vraiment reconnaissant de son aide. Il est à un pas de son école idéale. Akego est fier de lui. Après tout, il est l'élève transféré criminel. Le mot criminel ne convient pas à Sheba, et juste à ce moment-là, quelques élèves commencent à courir dans le couloir devant Sheba. Sheba donne un coup de pied au type dans les escaliers parce qu'il a enfreint la règle de ne pas courir dans le couloir, et le type finit par se casser la jambe. Akihito est surpris par ses actions et lui demande à quoi il pensait quand il a fait ça, mais Sheba reste là, menaçant, sans ressentir le moindre remords. L'élève hurle de douleur, criant que sa jambe le fait souffrir. Akihito va voir le gars pour lui demander s'il peut se tenir debout et lui tend la main, mais Shiba arrive derrière lui et repousse sa main secourable. Akihito regarde Shiba avec surprise, et Shiba lui demande pourquoi il aiderait le mal. S'il fait ça, alors sa main va se salir. Shiba se met à donner des coups de pied au gars qu'il a jeté dans les escaliers tandis que le gars se tord de douleur. Akihito explique que le gars a juste sauté une marche dans l'escalier, et c'est gai et amusant, et n'importe qui ferait une chose pareille. Shiba est d'accord. Son regard devient menaçant quand il dit que n'importe qui grillerait un feu rouge juste parce que personne ne regarde et continuerait à regarder quelque chose même si on sait que c'est un téléchargement illégal, puis se sentirait coupable tout en trouvant des excuses justes pour le justifier. Tout engendre le mal si c'est un petit crime qui ne nuit directement à personne. Akihito est surpris par le monologue que Shiba vient de faire et le voit sortir le téléphone qu'il a confisqué à Akihito. Shiba scanne le gars impuissant sur le sol pour vérifier son score de mal et voit le nombre indiqué 0. Il juge le gouvernement pour avoir créé quelque chose d'aussi inutile, et Akihito exige qu'on lui rende son téléphone. Shiba le congédie en disant qu'il lui a déjà dit qu'il est interdit d'apporter des smartphones à l'école et que c'est contre les règles, et Akihito demande pourquoi ce n'est pas considéré comme une violation des règles quand il utilise lui-même le téléphone, et Shiba s'arrête un instant pour réfléchir et convient qu'il a raison. Il laisse tomber le téléphone par terre et marche dessus pour le casser. Akihito hurle de choc face à son action, et Shiba a un sourire forcé sur son visage, demandant s'il avait une bonne façon de le gérer et le pouvoir qu'il détient de changer l'école pour qu'elle devienne l'école idéale qu'il a toujours attendue avec impatience. Shiba dit à Akihito d'attendre avec impatience, tandis qu'Akihito tient son téléphone cassé dans sa main, se sentant désolé pour lui. Il est confus quant à la raison pour laquelle Shiba s'est comporté ainsi et ce qu'est réellement un plan d'application de la justice. Le lendemain, Akihito court vers le bâtiment de l'école, clairement en retard parce qu'il a mis trop de temps à déjeuner. S'il est en retard ne serait-ce que d'une seconde, alors Shiba va lui crier dessus parce qu'il n'est pas un élève modèle. Et après ce qui s'est passé hier avec l'élève innocent, il ne veut pas s'attirer les foudres de Shiba. Il réussit à franchir les portes de l'école à temps, et il allait en essuyant sa sueur, soulagé d'être arrivé à l'heure. Quand il ouvre les yeux pour regarder autour de lui, il voit les agents de discipline battre d'autres élèves qui étaient comme lui, alors mais légèrement en retard. Toute l'atmosphère de l'école semblait étrange, et Akihito voit un élève entrer en courant par les portes de l'école comme lui, soulagé d'être arrivé à l'heure, mais reçoit immédiatement un coup de poing sur le visage. L'agent de discipline continue de le battre à mort en disant qu'il est en retard de 0,1 seconde. Il doit être fou d'être aussi en retard. Akihito voit d'autres élèves innocents qui se font étrangler par leur propre cravate parce qu'ils ne la portent pas correctement et parce qu'ils portent leur jupe plus courte que ce qui était conseillé. C'est alors que Shiba arrive et s'émerveille de la beauté de la discipline pour l'école. Le mal est puni, et Akihito décide de le confronter. Il lui demande si Shiba pense aussi que les punitions deviennent incontrôlables et encore pire qu'avant, et Shiba ne montre aucune émotion. En fait, il semble heureux que les élèves soient si maltraités. Il pense qu'il pourrait encore traiter les élèves un peu trop légèrement. Il repère une élève parmi la foule et lui dit que comme ses cheveux sont teints, c'est une violation des règles de l'école. Elle explique qu'elle avait déjà été avertie à ce sujet, alors elle a reteint ses cheveux en noir, et Akihito dit qu'il n'est plus contre les règles. Shiba se retourne pour prendre un seau d'eau et retourne vers la fille. Akihito se contente de regarder et se demande ce qu'il va faire, mais il n'a pas un bon pressentiment.
Akido attrape la fille par les cheveux et lui enfonce la tête dans le seau. La fille commence à manquer d'oxygène à cause de la soudaineté de tout ce qui s'est passé, et Shiba s'écrase en disant qu'il a vu 2 mèches de cheveux qui n'avaient pas été reteintes en noir et qu'elle doit le faire correctement. Akido ne supporte pas de regarder ça en tant que spectateur et lui dit d'arrêter, et Shiba le regarde bizarrement comme s'il était défoncé, lui disant qu'ils en ont déjà discuté et comment il prévoit de débarrasser l'école de tout mal. Shiba lui demande si ce qu'il fait est mal. Après tout, il ne fait que s'occuper du mal. Akido le regarde comme s'il était fou, commençant enfin à réaliser qu'il a de gros problèmes, mais est incapable de s'opposer à lui pour le bien de sa mission que Fuyumi lui avait confiée. Il dit à Shiba que ce qu'il fait n'est pas mal. Et avant qu'il puisse expliquer plus en détail à quel point les actions sont extrêmes, Shiba l'interrompt avec un sourire sur son visage et se dirige vers lui. Il dit à Aikido que tout ce qu'il devrait faire est de regarder et d'observer tranquillement parce que ce serait la justice. Aikido suit son conseil et regarde bien autour de lui, des élèves innocents gisant sur le sol, tous battus juste pour des erreurs mineures et se demandent ce que signifie vraiment la justice quand tout le monde se retrouve dans un si mauvais état juste au nom de la justice. Le soir, Akito ne semble pas être son moi joyeux habituel qu'il est d'habitude quand ils dînent ensemble. Inquiète, Fuyumi lui demande si quelque chose ne va pas parce qu'il n'a rien mangé du tout. Elle lui demande s'il s'est passé quelque chose à l'école, et tout en ayant l'air sombre, Akito lui a posé une question bizarre sur le fait de savoir si elle sait ce qu'est vraiment la justice. Elle se demande de quoi il s'agit et si Akito est malade et a de la fièvre ou non. Akito explique que Shiba punit les élèves qui ont fait de mauvaises choses à l'école, tout au nom de la justice, et pour éliminer le mal, mais c'est allé trop loin, et ses méthodes sont vraiment extrêmes. Akito ne se sent pas bien du tout. Fuyumi réfléchit un instant en silence et lui dit qu'il n'y a aucun moyen que quiconque puisse répondre à la question de la justice et être satisfait parce que le bien et le mal dépendent de chaque personne. Donc, en fin de compte, la justice n'est qu'un ego. Le droit que quelqu'un croit en sa justice. Cela laisse une impression dans le cerveau d'Akito alors qu'il rejoue constamment ces mots dans sa tête. Fuyumi explique que beaucoup pensent qu'être un élève transféré criminel est mal, mais elle croit en lui et croit qu'il va changer la situation de l'école dans laquelle il se trouve actuellement, tout comme les autres fois où il a fait de même. Akuita se souvient de toutes les écoles passées dans lesquelles il a été transféré et a créé un changement de dynamique et se souvient à quel point les gens lui étaient reconnaissants de les avoir sauvés, eux et leur école. Fuyumi lui dit de croire en lui et au droit qu'il sent exister. Plus tard dans la nuit, dans sa propre maison qui a l'air très traditionnelle, Shiba a quelques armes pointues devant lui. Il en sort une, et ce n'est certainement pas celle en bois cette fois. Il se jure que tout ce qu'il fait, toutes ses actions sont pour la justice et la justice seule. Le lendemain, lors de l'assemblée du matin, l'ensemble de la ville a l'impression d'être dans l'armée et de s'entraîner à partir en guerre. Tout le monde est immobile même s'il leur a été dit d'être à l'aise pour l'assemblée. L'un des agents de discipline annonce que l'assemblée du matin à l'échelle de l'école est sur le point de commencer et appelle le président du comité, Shiba, sur la scène pour commencer l'assemblée. Shiba monte sur scène d'une manière à la mode et s'exclame immédiatement pour le chant de la justice à l'unisson. Tous les élèves ont trop peur pour s'opposer à ses paroles et commencent à réciter le premier article, puis le deuxième et le troisième. Quand il est satisfait du résultat qu'il s'attendait à obtenir, il félicite les élèves et leur dit qu'ils vont commencer à pratiquer le plan d'application de la justice à partir de ce jour même. Selon le plan, chacun doit agir selon les instructions du comité des mœurs. Après le contrôle des sacs et le dimensionnement des uniformes ainsi que les coupes de cheveux que les autres agents de discipline effectueront personnellement pour chaque élève, ils doivent agir conformément au calendrier qui leur est assigné et qui régule leur comportement à la seconde près. Il demande aux élèves de joindre leurs mains avec lui et de transformer leur vie scolaire en une vie pleine de sourires et de bonheur et exempte de tout mal. Les élèves, cependant, n'ont pas l'air aussi excités que lui, mais il est surpris par les exclamations de ses officiers du comité à propos d'une agitation. Il remarque qu'Akito a l'un des membres du comité dans sa poigne par ses cheveux et le traîne sur le sol vers le sol où se tient Shiba. Il s'excuse avec un large sourire sur son visage en disant qu'il a fini par être en retard d'une manière ou d'une autre. Les agents de discipline ne prennent pas ces shenanigans pour acquis et se mettent immédiatement à remettre les choses au clair en commençant par un coup de poing sur son visage. Après tout, il a violé la règle d'attaquer un membre du comité de discipline. Avant que le coup de poing ne puisse être porté, cependant, Akito frappe le gars au sol. La foule se tait, et Shiba demande ce qu'Akito fait en se rebellant contre lui. C'est un jour très important, et il est en train de tout gâcher. Akito commence à marcher vers Shiba, en disant qu'il est arrivé en retard à l'école et qu'il mérite d'être puni pour cela. Qu'est-ce que Shiba allait lui faire pour lui donner une leçon? Shiba sourit en disant qu'il a commis un crime très grave, mais jusqu'à ce moment-là, il avait été l'élève parfait qui incarnait son idéal, sa forme idéale de justice. Donc, s'il s'excuse auprès de Shiba, il est prêt à tout oublier juste une fois. Akito le pointe d'une manière provocante. Au lieu de s'excuser auprès de lui, il lui dit qu'il va battre Shiba maintenant avec toutes les atrocités qu'il a commises. Shiba s'écrase de surprise. Il n'allait absolument pas laisser Akito tout gâcher pour lui, et Akito lui dit qu'il y a des gens qui croient que sa façon d'atteindre la justice est juste et correcte, mais il pense personnellement que c'est mal,
alors il devrait se battre et décider laquelle est la bonne façon. Shaba n'a pas peur de montrer sa déception envers Akihito, disant qu'il pensait qu'il pouvait se comprendre, mais comme cela ne sert à rien maintenant, il accepte le combat et le défi, confiant qu'il gagnera contre Akihito parce que la justice ne perd jamais contre le mal. Il sort l'arme pointue de son fourreau, et Akihito est d'autant plus prêt à sauter dans le combat la tête la première. Shaba va laisser sa lame faire le discours tandis qu'Akihito va utiliser ses poings pour faire passer son message. Tous les deux se défiant pour déterminer qui est le bon et qui est celui qui est corrigé. Sheba se dresse pour protéger son concept de justice, et Akihito se dresse pour faire connaître son concept de justice à Sheba. Tous les deux se battent l'un contre l'autre dans le même but. Pour la justice, Akihito dit à Sheba de venir à lui avec tout ce qu'il a, et même les professeurs regardent les spectateurs. Les professeurs remarquent l'arme pointue dans la main de Sheba et se demandent si c'est une vraie et pas une en bois, alors ils violent le règlement de l'école pour être en possession d'une arme à feu. Mais avant qu'ils ne puissent continuer à faire quelque chose à ce sujet, l'un des agents de discipline leur donne un coup de poing sur le visage et leur dit de se taire parce qu'il est interdit de parler pendant l'assemblée du matin. Peu importe si la personne est un professeur ou un élève, il ne doit y avoir aucune exception à la justice. Pendant ce temps, Akihito donne un coup de poing au même gars pour avoir parlé pendant l'assemblée. Bien sûr, il a également enfreint la règle en parlant, quelle qu'en soit la raison. L'officier se fâche, va le frapper en retour, mais Sheba l'arrête en disant que ce n'est pas lui qui va combattre Akihito. Le jugement d'Akihito sera rendu par lui et lui seul. L'officier et Akihito sont surpris par l'arme pointue dirigée vers eux. Sheba parle juste à Akihito, lui disant de ne pas commettre plus de péchés qu'il n'en a déjà. Akihito s'arrête un instant et se demande s'il peut demander quelque chose. Sheba sourit et demande ce que c'est. Peut-être accepte-t-il enfin ses péchés, mais Akihito pointe l'arme pointue dans sa main et la trouve très cool. La foule se tait pendant un moment tandis que Sheba ricane en disant qu'il ne comprend pas du tout Akihito. Akihito peut reconnaître à quel point l'arme pointue est géniale, mais il ne comprendra pas son concept de justice et le rejettera à la place. Il n'attend pas plus longtemps et la balance sur Akihito, essayant d'en avoir un morceau. Shaba se déchaîne alors qu'Akihito continue d'esquiver chacune de ses attaques. Il s'exclame qu'il essaie seulement de faire respecter la justice pour le bien de tous dans l'école, et qu'il éliminera le mal pour le bien de tous. Il devrait le remercier de se débarrasser du mal comme Akihito. Il coince Akihito dans un coin, et ils n'ont pas d'autre choix que d'entrer dans le gymnase. Akihito se cogne contre un tas de choses au hasard et voit quelque chose qui lui donne une idée. Shuga attend qu'Akihito sorte du gymnase parce qu'il n'est pas disposé à le combattre dans un espace aussi confiné. Akihito se lance en avant et Sheba l'attaque en utilisant un parapluie, l'appelant son arme spéciale. Sheba ajuste sa cravate en disant que la façon dont Akihito se battait trop vulgaire et ne devrait pas être autorisée à l'école, et Akihito lui dit de se taire et de continuer ce qu'ils ont fait. Ils se tiennent l'un devant l'autre, se faisant face maintenant, et Sheba soupire en disant qu'il a peut-être été sous-estimé par tout le monde, surtout par Akihito, beaucoup trop. Il se met en position pour son attaque de justice, et Akihito rit aux éclats d'un nom et d'une posture aussi étrange, mais il a soudainement une image dans sa tête de lui perdant son cerveau et s'envolant. Avant que cela n'arrive réellement, cependant, il recule rapidement pour esquiver l'attaque qui pourrait lui coûter la vie, et il se demande si l'image qu'il a vue était un flashback de sa vie destinée à le sauver à ce moment précis. Akihito ouvre le parapluie pour l'utiliser comme barrière contre les attaques de Sheba, mais Sheba tranche également le parapluie en deux tout en traitant Akihito de pathétique pour se battre d'une manière aussi enfantine. Aikido reçoit un coup au torse après que Sheba ait tranché le parapluie, et il y a beaucoup de liquide sur le sol qui commence à couler. Il se demande quel genre de technique Sheba utilise, mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Sheba se lance sur lui, ne lui laissant pas le temps de respirer. Aikido lui demande pourquoi il est si obsédé par les règles et leur respect, et Sheba s'exclame qu'il n'a aucune raison de bien faire. Après tout le monde devrait faire ce qui est juste. Aikido lui dit que Sheba va trop loin avec ses pitreries. Aikido lui tape sur le bras et le force à reculer, puis s'enfuit derrière lui pour attraper une brindille par terre, qui semble assez solide pour être utilisée comme arme. Il avait deux brindilles dans sa main comme une arme double, et il l'appelle l'attaque spéciale de Kido et se lance en avant et en haut dans le bras vers Sheba. Sheba se tient là comme un fantôme, incapable de s'éloigner de l'attaque imminente, mais esquive sur la pointe pour qu'il n'y ait aucun dommage physique pour lui. Cependant, son blazer est déchiré et une photo de Superman tenant une arme tombe de sa poche. La photo tombe par terre et Akihito la ramasse. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Sheba recommence à s'écraser, exigeant qu'il lui rende la photo. Akihito lève les yeux sur Sheba et le voit absolument bouillir sur lui. Il se relève et agite la photo devant son visage, lui demandant si la photo est à lui et se demande pourquoi il apporterait une telle chose à l'école puisque le fait d'apporter de telles choses de divertissement à l'école est une violation du règlement de l'école. Sheba est sérieux, cependant. Il avertit Aikido de ne pas toucher sa précieuse photo avec ses mains sales, car c'est sa médaille de justice qu'il a obtenue quand il était plus jeune. Absolument n'avait aucun problème du tout à l'époque. Quand Sheba était enfant, il avait très peu d'amis même à cette époque, et il restait donc à la maison toute la journée à regarder des animes sur la TV. C'est ainsi qu'il l'a rencontré, le héros de la justice.
Le héros de la justice n'était qu'une émission pour enfants qui battait les méchants et sauvait le monde, mais pour Sheba, il représentait le monde entier pour lui. Le héros de la justice prenait des engagements en combattant des monstres pour protéger sa ville, puis les monstres avaient peur de lui et le combattaient pour avoir essayé de se mettre en travers de leur chemin alors qu'il n'avait rien fait de mal du tout. Selon les monstres, bien sûr, le monstre voulait juste reconstruire la ville pour que tout le monde puisse y vivre, mais l'homme de la justice prétendait éliminer le mal au nom de la justice. Il allait juger tout ce qui était même légèrement dangereux. Curieusement, lui, le héros de la justice, avait aussi une attaque appelée la justice / et avait la même arme pointue que Sheba utilisait aussi. Après qu'il ait prononcé un jugement sur les monstres, l'homme de la justice recevait des remerciements des citoyens de la ville pour avoir sauvé leur vie et leur ville, auquel l'homme de la justice répondait qu'il n'avait pas d'autre choix que de les sauver parce qu'il criait à l'aide après tout. Sheba était tellement fasciné par ce qui se passait sur le Tave, surtout par l'homme de la justice. Et depuis ce jour, l'homme de la justice est devenu son idole. Quand il sortait, il n'avait que le thème de l'homme de la justice sur le bout de la langue. Il rencontrait aussi des actes subtils de mal dans la vraie vie, comme le vol du sac à main de quelqu'un, et il pensait qu'il était de sa responsabilité de l'arrêter. L'arracheur de sac à main courait droit sur lui et lui disait de se pousser du chemin pour qu'il puisse s'échapper facilement, mais à ce moment-là, Sheba se sentait seulement effrayé. Il avait l'impression qu'il devait courir, mais au fond de lui, l'homme de la justice continuait de jouer. Ces paroles de réduction du mal continuaient de jouer dans sa tête, et donc au lieu de s'enfuir, il a décidé d'assumer la responsabilité des méchants et de les traquer. Bien qu'il fasse la moitié de la taille du méchant qui volait le sac à main, il se met quand même en travers de son chemin et lui donne un coup de poing au visage quand il s'approche. Le méchant finit par tomber par terre, et il a semblé que c'était Sheba qui avait sauvé la situation tout simplement parce qu'il croyait en lui et qu'il agissait selon ce que l'homme de la justice lui avait enseigné. Tout le monde dans sa classe le lendemain était émerveillé par sa réussite. Après tout, il a mis à terre un méchant qui était un adulte et beaucoup plus fort que lui. À ce moment-là, Shiva se sentait seulement fier de lui, et ses camarades de classe étaient également fiers de lui. Soudain, il est devenu le héros de la justice et s'est fait plus d'amis qu'il n'en avait besoin. Shiva considérait toujours l'homme de la justice comme son véritable héros qui lui avait donné le courage de combattre les méchants. Après cela, il s'est consacré à aider les gens de la ville et de l'école, tout cela juste pour voir tout le monde sourire. Il a aidé les personnes âgées et a mis à terre les délinquants de l'école, mais Bing est venu avec un prix. Un jour, il a entendu les garçons de sa classe parler de la façon dont il avait mis à terre les délinquants. À ce moment-là, il était de notoriété publique qu'il allait aider les gens, alors les gens ont cessé de le louer. C'était quelque chose qu'il n'aimait pas parce qu'il voulait de la gratitude envers les gens pour qu'ils reconnaissent à quel point il était vraiment serviable. Il a décidé qu'il devait devenir encore plus juste pour être comme l'homme de la justice et obtenir des compliments, et c'est ainsi qu'il a eu l'idée la plus folle d'éradiquer tout le mal et de devenir le véritable être humain juste. De retour dans le présent, Shiba dit à Aikido qu'il veut juste faire de l'école un meilleur endroit et mettre un sourire sur le visage des gens, et pour ce faire, il fera tout ce qu'il peut pour se débarrasser du mal et protéger les sourires de tout le monde. Il se battra quoi qu'il arrive. Cela choque Aikido car selon lui, ce que Shiba a fait est le contraire de faire sourire les gens. Il dit à Shiba de regarder autour de lui parce que personne n'est heureux et ne lui sourit en ce moment. Shiba est choqué et regarde chaque spectateur, disant que tout le monde devrait lui être reconnaissant, mais personne ne croise son regard. Tout le monde a trop peur de s'opposer à lui. Shiba est confus maintenant. Il leur demande pourquoi ils font de tels visages avec des froncements de sourcils alors qu'il a créé une école où le mal n'existe pas. Selon sa théorie, il devrait faire sourire tout le monde en ce moment. Akihito l'attrape par l'épaule et lui dit que la dynamique de l'école a changé. Le plus grand mal dans l'école à partir de maintenant est Shiba lui-même. Cette prise de conscience frappe Shiba comme un rocher, et Akihito sourit juste en disant qu'il comprend que Shiba voulait seulement être loué, c'est pourquoi il est allé à de telles extrémités. Akihito le regarde sérieusement et lui dit de ne pas rabaisser les autres avec son sens égoïste et faux de la justice. Shiba reprend sa position de combat, disant qu'il ne laissera pas Akihito dire un autre mot blasphématoire. Il exige qu'il lui rende la photo de son idole, l'homme de la justice. Akihito se prépare également à riposter, disant qu'il va mettre fin au jeu stupide et malsain que Shiba joue avec lui-même et le reste des élèves. Shiba effectue à nouveau le slash de justice cette fois. Akihito est prêt à faire face à tout ce qui se présente. Ils entrent tous les deux en collision l'un avec l'autre, et Akihito est envoyé voler dans les airs. Shiba pense qu'il a gagné et dit que la justice prévaudra toujours, et les spectateurs sont sous le choc. Ils avaient de l'espoir en Akihito après tout. Shiba se concentre ensuite sur l'assemblée scolaire, mais Akihito revient. Il l'attaque avec ses deux brindilles et arrache l'insigne d'officier disciplinaire de son bras, brisant la justice fausse et fragile de Shiba d'un seul coup. Akihito bat Shiba en utilisant son mouvement spécial. Ce mouvement spécial est le Akihito Ultra Slash. Shiba tombe par terre. Il est confus. Il se demande comment son attaque n'a pas blessé Akihito. Il pense qu'il aurait dû sentir l'impact quand il a réussi son coup. Akihito sort quelques manuels scolaires cachés sous sa chemise. Il l'appelle le Super Bloc Akihito. Shiba se lève et se rend compte qu'Akihito a utilisé les livres pour se protéger. Il fronce les sourcils.
Il pense que c'est une façon très étrange de se battre. Akito sourit et demande à Shiba s'il a déjà blessé quelqu'un. Il dit à Shiba qu'il y a une différence entre endommager un livre et blesser une personne. Shiba demande à Akito s'il sait ce que ça fait. Akito se souvient d'une époque de son passé où c'était le cas. À l'époque, il ne comprenait pas ce qui était bien ou mal. Il ne se souciait que de manger et de survivre. Shiba demande qui est réellement Akito. Akito répond qu'il est l'élève transféré condamné. Shiba se tourne pour s'éloigner. Akito demande où il va. Shiba dit qu'il a perdu. Il dit que maintenant il doit assumer ses responsabilités. Il emprunte un microphone à un étudiant voisin et se tient devant tout le monde. Il dit qu'il a utilisé l'idée de justice pour se sentir plus important. Il admet avoir fait de mauvaises choses aux autres, puis il s'incline devant tous les étudiants et s'excuse. Akido et les étudiants regardent avec surprise, mais la foule n'accepte pas ses excuses. Il commence à crier sur Shiba. Certains disent que dire simplement désolé ne suffit pas. D'autres demandent comment il a pu blesser autant de personnes et s'attendre à être pardonné. Shiba dit qu'il comprend. Il annonce qu'à partir de maintenant, le comité de discipline est dissous. Soudain, un étudiant lance une petite pierre qui frappe Shiba à la tête. D'autres membres du groupe disciplinaire ont essayé de le protéger, mais la foule est trop en colère. Ils se précipitent en avant. Ils lui demandent s'il sait ce qu'ils ont ressenti tout ce temps. Ils lui disent de ressentir leur douleur. Un étudiant pousse Shiba. Ça le fait tomber. D'autres commencent à le frapper. Ils lui crient dessus. Ils disent qu'il les a méprisés et qu'il a manqué de respect au professeur. Un étudiant ramasse une photo d'un héros par terre. Il demande à Shiba si cette photo signifie quelque chose pour lui, puis il commence à la déchirer. Shiba le supplie d'arrêter de déchirer la photo de son héros préféré. Il demande à l'étudiant de lui rendre la photo. Akito saisit rapidement le bras de l'étudiant et lui dit de rendre la photo. Il dit que la photo est importante pour Shiba. L'étudiant crie de douleur alors qu'Akito resserre son emprise. Akito crie à tout le monde d'arrêter. Il dit qu'il sait que Shiba a mal agi, mais il l'assume maintenant. Il dit aux élèves qu'il pourrait même y avoir des gens qui ont été aidés par Shiba. Il les avertit que si quelqu'un essaie à nouveau de blesser Shiba, il ne se retiendra pas. La foule recule lentement. Les étudiants se calment. Akito rend la photo à Shiba. Shiba regarde Akito et lui demande pourquoi il l'a aidé. Akito sourit. Il dit que c'est parce que les yeux de Shiba demandaient de l'aide. Shiba se souvient que ces mots exacts ont été prononcés autrefois par son héros préféré. Akito dit qu'il se voit en Shiba. Il a également fait des erreurs, mais il a ensuite rencontré quelqu'un nommé Fuyumi qui l'a écouté. Elle l'a aidé à comprendre que ce qu'il avait fait était mal. Maintenant, Akito dit qu'il veut être ce genre de personne pour quelqu'un d'autre. Les yeux de Shiba se remplissent de larmes. Il demande à Akito s'il pense qu'il peut recommencer. Akito dit que cela dépend de Shiba. Il dit qu'il essaie aussi de recommencer. Shiba sourit et reprend la photo. À l'extérieur de l'école, une fille mystérieuse observe Akito de loin. Elle sourit et dit que ça va devenir intéressant. Pour Yumi et le directeur Sakaki sont assis ensemble, ils parlent du lycée Sekio. Ils réalisent tous les deux quelque chose de surprenant, que l'école la plus sage du Japon était secrètement contrôlée par un seul étudiant, Shiba. Le directeur Sakaki dit que l'élève transféré condamné, Aikido, a fait un excellent travail une fois de plus. Fuyumi ne dit rien. Sakaki le remarque et demande si quelque chose ne va pas. Fuyumi dit que tout va bien. Elle soulève ensuite une question dont ils avaient discuté plus tôt. Le directeur Sakaki lui dit qu'il n'y a aucun problème avec ça. Il pense à ce qu'Aikido a fait dans les 3 dernières écoles. À cause de cela, il dit qu'il a pris une décision finale. Il pense que la prochaine école pourrait être un peu trop difficile pour Aikido à gérer seul. La scène change pour l'appartement de Fuyumi. Fuyumi sèche les cheveux d'Aikido avec un sèche-cheveux. Aikido sourit et dit que c'est agréable. Fuyumi l'interroge sur ses blessures. Aikido dit qu'il se sent bien maintenant et que plus rien ne lui fait mal. Fuyumi est étonné de la vitesse à laquelle il guérit. La blessure du combat à l'épée s'améliore déjà. Elle lui rappelle qu'il n'a pas besoin d'enlever sa chemise pour lui montrer. Pourtant, elle s'inquiète pour lui. Akito a été blessé 3 fois de suite. Même si le programme d'élèves transférés condamnés fonctionne et aide les écoles à s'améliorer, elle s'inquiète pour lui. Mais elle se sent aussi fière de le voir devenir plus fort chaque jour. Akito demande dans quelle école il ira ensuite. Il dit qu'il veut aider plus de gens. Il veut continuer à arrêter les problèmes dans différentes écoles. Fuyumi se rend compte qu'elle n'a peut-être pas besoin de s'inquiéter autant. Elle parle à Akito de la prochaine mission. Cette fois, au lieu d'y aller seule, il ira avec quelqu'un d'autre. Akito demande si elle va l'accompagner. Fuyumi dit non. Ce ne sera pas elle. Il y aura un deuxième élève transféré qui le rejoindra. Akito est surpris. Fuyumi explique que le nouvel étudiant s'est également entraîné au même endroit que lui. Elle lui dit qu'ils iront ensemble à la prochaine école. Elle dit qu'il ne doit pas discuter à ce sujet. Akito tombe par terre. Il dit qu'il pourrait gérer ça tout seul. Fuyumi lui dit de bien se tenir et dit qu'elle ne veut pas l'entendre se plaindre à ce sujet. Elle lui dit aussi de ne pas se battre avec le nouvel élève transféré. Le lendemain matin, Akito part à la rencontre du second élève transféré. Il regarde le GPS de son téléphone et dit qu'elle devrait être dans les environs. Alors que la flèche sur son écran bouge, Akito soupire et dit qu'il ne pense vraiment pas qu'ils aient besoin d'un second élève transféré. Au loin,
il aperçoit un vieil homme louche ennuyant une fille. Le vieil homme louche continue de la taquiner, lui disant de ne pas l'ignorer. Il lui demande même combien d'argent elle veut pour jouer avec lui. La fille reste silencieuse et continue de regarder son téléphone. L'homme tend la main vers son bras, lui demandant si elle écoute. Sans lever les yeux, la fille dit qu'elle a déjà des projets. Elle le traite de vieil homme chauve. L'homme se met en colère et dit qu'il n'est pas chauve, et qu'il est encore jeune. Il tend la main pour l'attraper, lui criant d'arrêter d'être impoli et de faire ce qu'il dit. La fille recule d'un petit pas, puis lui donne rapidement un coup de pied. L'homme vole dans les airs et atterrit dans l'eau. Elle le regarde et lui dit d'aller se rafraîchir la tête là-bas. Elle dit que son haleine sent mauvais aussi. Les yeux de Akido s'illuminent. Il a l'air excité et surpris quand il voit ça. La fille remarque qu'il regarde. Elle lui dit que fixer est mal. Akido était confus. Il lui demande comment elle connaît son nom. La fille sourit et se présente comme Yukuhime Yukipi. Elle dit que, comme lui, elle est aussi une étudiante transférée délinquante. Akiko est choqué. Yukuhime se rapproche et demande s'il ne le savait pas déjà. Akiko recule. Il se souvient que Fuyumi avait mentionné qu'un autre élève le rejoindrait. Il dit qu'elle n'a jamais dit que la personne serait une fille. Yukuhime sort une corde et se dirige vers Akito. Elle attache la corde au collier autour de son cou. Tenant la corde, elle le regarde et dit qu'il est temps d'aller ensemble à leur prochaine école de transfert. Akido et Yukuhime arrivent à leur nouvelle école de transfert. Leur professeur se tient devant la classe et les présente. Akido s'avance et dit qu'il est heureux de rencontrer tout le monde. Yukuhime sourit. Elle fait un petit signe de la main. Elle lui dit que son nom est Yukuhime Yukipi. Elle dit qu'elle est heureuse de les rencontrer. Elle regarde la classe et dit qu'elle serait heureuse que tout le monde puisse être amical avec elle. Les élèves chuchotent entre eux que Yukuhime est vraiment mignonne. Certains d'entre eux disent qu'elle est comme un ange. Le professeur montre leur place. Akito est surpris quand il voit qu'il sera assis à côté de Yukuhime. Yukuhime se tourne vers lui et demande s'il a dit quelque chose. Il ne répond pas. Alors qu'ils marchent vers leur place, Yukuhime dit à Akito que dans cette école, il n'a rien à faire. Elle lui dit juste de s'assurer qu'il ne se met pas en travers de son chemin. Aikido se met en colère et lui dit que Fuyumi dit toujours qu'il n'est pas bon de mépriser les autres. Yukin ne répond pas et continue de marcher. Aikido est ennuyé. Il lui dit de ne pas l'ignorer. Il a déjà l'impression qu'ils ne s'entendront pas. La cloche de l'école sonne. Le professeur dit que le cours est terminé. Les élèves commencent à se rassembler autour d'Aikido et de Yukuhime. Ils disent qu'il est rare d'avoir des élèves transférés. Ils disent qu'il est encore plus rare d'en avoir deux en même temps. Certains élèves se dirigent vers Yukuhime et lui disent bonjour. Ils posent des questions sur le collier autour de son cou. Il l'invite à déjeuner avec eux. Yukuhime sourit. Il est heureux que tout le monde soit gentil. D'autres se rassemblent autour de Yukuhime. Il complimente son maquillage et lui demande ce qu'elle utilise. Une fille se dirige vers Yukuhime. Elle lui offre un bonbon en cadeau amical. Yukuhime l'accepte mais ne le mange pas. La fille offre également un bonbon à Akito. Akito le prend avec joie et la remercie. Il pense que tout le monde ici est si gentil. Il est sur le point de manger le bonbon quand soudain Yukuhime le frappe. Akito tombe par terre. Le bonbon tombe sur le sol et se brise en morceaux. Les élèves sont choqués. Ils pensent qu'une bagarre commence. Akito lève les yeux, choqué, et demande à Yukuhime ce qu'elle fait. Il fixe le bonbon cassé sur le sol. Yukuhime sourit et dit qu'elle essayait juste de frapper un insecte près de son visage. Elle se tourne vers la fille qui lui a donné un bonbon et dit qu'elle avait mangé trop de sucreries plus tôt. Elle dit qu'elle en prendra un la prochaine fois. La fille sourit et lui dit qu'elle peut demander n'importe quand. Elle dit que tout le monde a des bonbons avec eux. Akito se lève et se met en colère contre Yukuhime. Il dit qu'il voulait juste avoir un bonbon. Yukuhime prend doucement son visage et lui demande de sortir un moment. Tous les deux sortent. Ils vont sur le toit. Yukuhime croise les bras. Elle demande à Akito ce qu'il essayait de faire. Akito a l'air confus. Il dit qu'il voulait juste se faire des amis avec la classe. Yukuhime a l'air sérieuse. Elle demande si Akito est vraiment un élève transféré délinquant. Elle dit qu'il ne semble pas remarquer le danger. Akito se fâche. Il dit qu'il a une bonne conscience du danger. Yukan lui demande pourquoi il a accepté le bonbon si facilement. Elle tient le bonbon dans sa main et lui demande s'il n'a vraiment rien remarqué. Akito dit que cela ressemblait à un bonbon ordinaire. Il demande si elle pense que c'est comme un médicament. Yukan dit que c'est différent. Elle explique que certains bonbons sont faits pour avoir l'air mignon afin que les gens les mangent sans s'inquiéter. Akito lui demande comment elle en sait autant à ce sujet. Yukan dit que c'est parce qu'elle avait l'habitude de manger ce genre de bonbons elle-même. Akito est choqué. Il la traite de mauvaise personne. Yukan acquiesce. Elle dit que c'est exactement pour ça qu'elle est devenue une élève transférée délinquante. Puis elle demande à Akito s'il est différent. Akito sourit et dit qu'il est une bonne personne. Yukuhime le regarde et soupire. Elle dit qu'il est 100 fois plus infantile qu'elle ne le pensait. Akito se fâche. Il lui dit qu'elle devrait l'écouter. Il lui dit qu'elle a dit tout ce qu'elle voulait depuis le début. Il dit qu'il a aidé beaucoup de gens en tant qu'élève transféré et qu'ils n'ont pas besoin d'un second. Yukuhime est agacée. Elle dit qu'ils devraient travailler séparément à partir de maintenant. Akito acquiesce. Il s'éloigne. Il dit que ça sonne comme une excellente idée. Yukuhime le regarde partir. Elle dit que maintenant que le bruyant est parti, elle peut se concentrer. Elle se souvient de la fille qui a dit que tout le monde avait des bonbons.
Yukin commence à réfléchir. Si de nombreux élèves ont ce genre de bonbons, elle doit découvrir jusqu'où ils se sont répandus dans cette école. Elle décide que la meilleure façon de commencer est d'attraper un élève et de lui demander d'où ils viennent. Elle croit qu'elle peut gérer ça toute seule. Après tout, elle est une élève transférée délinquante. Elle retourne en classe. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle se fige, choquée. Elle voit tous les élèves, y compris Akihito, sous les étranges effets des bonbons. Yukaïen se tient à la porte, choqué. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Yukaïen voit tous les élèves agir de manière étrange. Ils sont sous les effets des bonbons. Même Akihito agit un peu étrangement. Yukaïen se tient à la porte, complètement choqué. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de voir. Akihito et un autre élève se comportent très bizarrement. L'élève pose doucement sa main sur l'épaule d'Akihito. Il sourit et demande à Akihito qui il est. Akihito répond calmement et dit que son nom est Ikido. Yukaïm le regarde et lui demande ce qu'il pense faire. Akihito se tourne vers elle en ayant l'air un peu confus. Il lui dit qu'ils étaient tous les deux en mission séparée. Il lui rappelle de ne pas se mettre en travers de son chemin. Yukaïm lui demande s'il a léché le bonbon. Akihito la regarde avec de grands yeux. Il dit qu'il n'a pas du tout léché le bonbon. Yukaïm réalise alors quelque chose de surprenant. Akihito agissait ainsi naturellement. Il n'était pas sous les étranges effets des bonbons. Il était juste lui-même. L'élève près d'eux prend soudainement la parole. Il sourit étrangement et demande à quelle classe appartiennent Akiko et Yukuim. Akiko et Yukuim se regardent avec inquiétude. Un autre élève se tenant à proximité prend la parole. Il dit à l'élève souriant qu'Akiko et Yukuim sont des élèves transférés. Il dit qu'ils viennent de rejoindre leur classe aujourd'hui. Le premier élève joint ses mains et les accueille chaleureusement. Tous les autres élèves de la classe se tournent vers eux. Ils accueillent joyeusement Akihito et Yukaïm au club des amateurs de bonbons du lycée. Akigo et Yukiim sont très confus. Ils ne comprennent pas ce qu'est ce club. L'élève souriant explique que ce club est un groupe spécial. Il dit que c'est là où tout le monde mange des bonbons ensemble et devient heureux. Il leur présente ensuite leur conseiller. Il dit que son nom est Monsieur Tamura. Monsieur Tamura se tient à l'avant de la classe. Il est clairement sous les effets des bonbons aussi. Il fait des bruits étranges et ne peut pas parler correctement. Yukan se sent en colère à l'intérieur. Elle avait raison. Elle le savait. Elle dit qu'elle savait que toute cette école était affectée par les bonbons. Elle avait un mauvais pressentiment, et maintenant c'était confirmé. L'élève devient soudainement triste. Il baisse la tête. Il dit qu'il comprend. Il dit que tout le monde réagit comme ça la première fois. Il fond en larmes. De vraies larmes coulent sur son visage. Akihito et Yukuim sont surpris. Akihito s'avance et demande à l'élève s'il va bien. Il demande s'il s'est blessé ou si quelque chose ne va pas. L'élève essuie ses larmes et prend une grande inspiration. Il dit qu'il avait l'habitude d'avoir peur des bonbons aussi. Il dit qu'il pensait que les bonbons étaient dangereux, mais il a réalisé que les bonbons sont bien. Il donne un exemple. Il parle du cola. Il dit que même le cola n'a pas été accepté au début. Il dit que tout fait peur au début, mais avec le temps, les gens s'y habituent. Un autre élève intervient. Il a l'air heureux. Il dit qu'il aime les bonbons donnés par quelqu'un appelé Yakushiji. Il dit que ça l'aide à se sentir libéré des soucis. Il dit que ça lui donne l'impression de voler haut. Yukin frappe cet élève fort. Elle dit qu'il ne se libère de rien. Elle dit que c'est juste une impression. Elle lui dit que même s'il fuit ses problèmes avec des bonbons, sa vraie vie ne changera pas. Soudain, elle se souvient de quelque chose. C'est un souvenir de sa mère. Son regard change. Elle devient sérieuse. Elle leur demande où se trouve cette personne nommée Yakushiji. Un élève se met en colère. Il fronce les sourcils. Il dit qu'ils devraient tous faire en sorte qu'Aikido et Yukiam trouvent la mort. Il dit qu'Aikido et Yukiam essaieront de les empêcher de manger des bonbons. Les autres élèves sont d'accord. Tous les élèves commencent à marcher vers Aikido et Yukiam. Ils ont l'air prêts à se battre. Ils lèvent les mains et se préparent à frapper. Akihito sourit soudainement. Il dit qu'il est en fait très fort. Il a l'air excité. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Yukiim se précipite vers les élèves. Elle se déplace rapidement. Elle les frappe un par un. Akihito reste figé. Il est choqué. Monsieur Tamura, leur professeur, ramasse quelque chose et essaie de frapper Yukuem, mais Yukuem bouge plus vite. Elle le frappe, et il tombe au sol. Elle continue à se battre et bat plus d'élèves. Akihito regarde avec de grands yeux. Il n'arrive pas à croire qu'elle s'est occupée de tout seul. Il murmure que Yukayan est vraiment forte. Yukayan marche vers l'élève qui lui a présenté le club de bonbons. Elle attrape sa chemise et devient sérieuse. Elle lui demande où se trouve Yakushiji. Elle lui dit de lui montrer où cette personne fabrique les bonbons. L'élève devient très effrayé. Ses jambes tremblent. Il promet de leur montrer. Il la supplie de ne pas lui faire de mal. La scène suivante montre les trois marchands dans un couloir. Ils sont en route pour Yakushiji. Akihito parle à Yukiem. Il dit qu'elle était vraiment forte ce matin. Yukan lui dit qu'elle ne le pense pas. Elle demande si Akihito a également appris à se battre comme ça. Akihito dit qu'il n'en est pas vraiment sûr. L'élève les conduit à une porte. Il dit que Yakushiji est à l'intérieur. Yukan remarque quelque chose. Cette pièce est le laboratoire de sciences. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Akihito ouvre la porte et entre. Il appelle et demande si Yakushiji est dans la pièce. À l'intérieur, Yakushiji se tient près d'un bureau. Il regarde une bouteille. Il se dit quelque chose.
Il dit qu'il est impressionné par son propre travail. Il dit qu'il ne peut s'empêcher d'être émerveillé par son génie. Il se tourne et voit Akihito et Yukihime. Il penche la tête. Il demande qui ils sont. Il retire son masque et les regarde clairement. Il demande ce qu'ils veulent de lui. Akihito se penche plus près de Yukihime et murmure. Il demande si ce type étrange est Yakushiji. Il dit que le type a l'air bizarre. Yukihime ne dit rien. Elle est choquée. Yukihime n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Les bonbons qui ont changé toute l'école sont fabriqués ici même. Ils sont fabriqués dans le laboratoire de sciences de l'école. Akihito et la mauvaise fille entrent dans la pièce et voient un intello avec des lunettes. L'intello exige de savoir qui sont ces deux losers. Akihito se présente, mais la mauvaise fille reste silencieuse. Elle ne sait même pas quoi dire à ces deux idiots avec qui elle est. Akihito, pour la millionième fois, révèle qu'il est un étudiant transféré criminel. Cela suscite l'intérêt de l'intello, et il accepte joyeusement Akihito comme l'un des siens. L'intello est Yakushiji le génie, qui est un génie si vous ne pouviez pas le dire à partir de ses vêtements et de ses lunettes d'intello. Yakushiji demande pourquoi Akihito et la mauvaise fille sont ici. La mauvaise fille va droit au but. Elle demande si Yakushiji fabrique des vitamines spéciales. Yakushiji sait pourquoi ils sont là. Ils sont ici pour un avant-goût personnel de son Lucifer. Il sort une balle de couleur rouge de sa poche et s'emballe sur la beauté de sa création. Truc typique de génie fou. La mauvaise fille reconnaît la balle rouge. Ses camarades de classe avaient la même chose sur eux. Yakushiji révèle un panier encore plus grand rempli de boules brillantes qui sont toutes du Lucifer. La mauvaise fille s'avance et donne un coup de pied dans le panier avec ses pieds. Yakushiji hurle comme s'il avait personnellement reçu un coup de pied là où le soleil ne brille pas. Akihito les regarde tous les deux comme s'ils étaient des lunatiques. Les méchants réprimandent Yakushiji pour avoir créé une substance qui envoie quelqu'un directement en enfer. Yakushiji commence à pleurer sur la façon dont il a été forcé de fabriquer des médicaments spéciaux. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent supplémentaire. En expérimentant, il a accidentellement créé une substance qui donne au consommateur un plaisir incontrôlable. Au début, ses victimes étaient tous les mauvais garçons de l'école. Finalement, toute l'école a voulu une dose de l'invention de Yakushiji. Même les professeurs sont venus supplier pour les vitamines spéciales. Les rumeurs ne se sont pas arrêtées jusqu'à l'école. Bientôt, la pègre s'est impliquée et Yakushiji s'est impliqué dans des affaires plus louches. Les méchants chinois se sont impliqués et lui ont demandé de faire un lot de ces vitamines spéciales un jour très précis. Yakushiji commence à pleurer. Les voyous chinois vont venir l'enlever. Il n'a pas d'autre choix. Akihito demande si les voyous chinois sont forts. Ils le sont, et ils ont aussi de grosses armes. Si les vitamines spéciales ne sont pas livrées avant 19h, les voyous chinois vont l'enlever. On parle du loup et il est 19h10. Les voyous chinois entrent dans l'école avec leurs armes. Yakushiji panique, mais va quand même rencontrer les voyous. Il dit aux hommes d'attendre un peu. Il a rencontré un problème de troupeau. Le chef des voyous n'attend pas et donne un coup de pied au visage. Une livraison tardive n'est pas une livraison. Il commence à traîner Yakushiji. Alt-Badi et Akihito interviennent et disent aux voyous de les prendre à la place. Le chef des voyous traîne Yakushiji et envoie ses sbires s'occuper des deux nuisances. Les enfants se battent contre les adultes et gagnent comme par magie. Dans une logique 101, les sbires sortent leur arme et frappent la mauvaise alternative avec l'arme. La mauvaise alternative s'essuie le visage avec la paume de sa main, ce qui lui donne plus de 1000 doras. La mauvaise alternative enlève sa ceinture, saisit la main de l'homme et le tabasse. Une fois les sbires vaincus, ils se concentrent sur le chef des voyous et Yakushiji qui ont disparu. Pendant ce temps, le chef des voyous est arrivé sur un navire qui se dirige probablement vers la Chine. Yakushiji hurle pour être sauvé, mais le chef des voyous lui bourre le visage pour qu'il ne puisse pas faire un seul bruit. Le chef des voyous demande à son patron ce qu'il faut faire du nerd. Le patron du chef des voyous pense que c'est une bonne idée de monopoliser Lucifer sur le marché. Yakushiji est un pion puissant pour ce plan. Le patron lui dit qu'ils seront égaux dans cet accord. Avant que Yakushiji ne puisse dire oui ou non, une voiture fonce vers eux deux. Le voyou qu'ils ont battu dépose Akihito et Alt-Badi sur les quais. Alt-Badi donne un dernier coup de pied au voyou, et il salue Yakushiji. Le patron se lève et regarde les deux enfants. Il se souvient d'Alt-Badi. Le patron se retourne et la salue, l'appelant Yukibi. Alt-Badi ou Yukibi a soudainement l'air d'avoir vu un fantôme. Le chapitre commence par un flashback. Yuki, 6 ans, se tient dans la neige pendant que sa mère l'instruit. Elle ne doit aller nulle part et rester immobile pendant que la neige la recouvre entièrement. Même si elle était très jeune, Yuki savait que sa mère allait l'abandonner. Les heures passent, et personne ne vient la chercher. Soudain, un homme laid et ivre la supplie de rentrer chez lui avec lui. Il va lui acheter des jouets, et ils vont jouer toute la nuit. Yuki lutte contre l'homme. Une femme donne un coup de pied à l'homme et sauve Yuki du monstre. Elle réalise que Yuki a été abandonné dans le froid, alors elle décide de la ramener chez elle. Chez elle, beaucoup de petits-enfants viennent en courant saluer la femme appelée Clara. Ils lui font des câlins et lui demandent à dîner. Clara demande à Yuki de se joindre à eux, et Yuki partage volontiers le dîner avec eux. Les enfants se parlent comme s'ils étaient plus proches que de la famille. Bientôt, Yuki se réchauffe à leur contact et se plonge dans le dîner. Les enfants demandent si Yuki va rester avec eux, et Clara laisse Yuki décider. C'est totalement son choix de faire partie de leur famille. La nuit,
les enfants se glissent dans leur lit tout en discutant avec Yuki. Elle dit qu'elle n'a pas eu le choix. Clara l'a juste traîné ici. Les enfants disent qu'ils sont pareils. Clara les a trouvés dans les rues pendant l'hiver froid et rude, mais maintenant ils sont encore plus forts que la famille. Clara est comme une mère pour eux et prend soin d'eux tous ensemble. Clara entre et dit aux enfants d'aller dormir. Après que tous les enfants se soient endormis, Yuki se retourne dans son lit incapable de dormir du tout. Clara vient voir les enfants et remarque Yuki. Elle s'approche d'elle et la serre dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se sente à l'aise. Quand Clara part, Yuki pleure des larmes de joie. Sa propre mère était abusive et avait l'habitude de la frapper. Clara est différente de sa vraie mère. Clara rencontre un homme en costume. C'est le même homme qui a reconnu Yuki, le même patron. Il la frappe pour être arrivé en retard à la réunion. L'homme lui dit de commencer leur affaire. Le chapitre suivant est également un flashback. Cela fait une année entière que Yuki reste avec Clara et les enfants. Elle s'intègre comme la pièce parfaite du puzzle. Les enfants jacassent sur ce qu'ils ont fait toute la journée et sur le déroulement de leur journée. Le dîner se termine, et Clara laisse les enfants sous la garde des aînés. Les enfants parlent de Noël. Vont-ils aussi recevoir des cadeaux de Noël cette année? Yuki n'a aucune idée de ce qu'est un cadeau de Noël. Les enfants promettent de lui acheter des cadeaux cette année. Yuki veut des vêtements mignons, et elle aura juste ça. Les enfants se demandent même pourquoi Clara les garde. Clara est assise dans la pièce voisine en train de fumer ses poumons, stressée par le loyer impayé et les dettes. Il y a quelques jours, Yuki et Clara vont faire du shopping. Yuki demande pourquoi Clara l'a même sortie de la rue. Elle dit à Yuki qu'elle a aussi été abandonnée par ses propres parents. Elle n'avait personne et ne savait pas comment survivre. D'une manière ou d'une autre, elle l'a fait, et maintenant elle aide d'autres enfants abandonnés. Les enfants sont ses bébés, et elle les aime comme une mère. Ils sont sa raison de vivre. Soudain, l'homme d'avant apparaît derrière Clara et lui fait peur. Clara a l'air d'avoir vu un fantôme, mais l'homme garde le sourire. L'homme dit qu'il est Ryu, et il est ici pour discuter affaires avec Clara. Clara renvoie Yuki à la maison et parle affaires avec Ryu. Il a remarqué qu'elle a pris plus d'enfants sous sa garde, ce qui signifie qu'elle doit dépenser plus d'argent. Ryu fait un commentaire dégoûtant sur la façon dont les filles que Clara élève peuvent lui rapporter beaucoup d'argent quand elles grandissent. Clara se sent dégoûtée par Ryu et ses suggestions effrayantes. Clara se met en colère et dit à Ryu de reculer, mais c'est lui qui a le contrôle ici. Il dit à Clara de reculer. Elle s'excuse pour son explosion soudaine. Ryu révèle qu'il partira pour la Chine et reviendra le jour du Nouvel An. D'ici là, l'entrepôt est sous la responsabilité de Clara. Clara est assise la nuit à se demander ce qu'elle peut accomplir en une semaine. Yuki l'espionne assise seule et la rejoint. Clara révèle qu'elle projette un voyage. Elle rêve de vivre dans les Alpes avec tous ses beaux bébés. Elle demande si Yuki veut se joindre à elle. Yuki accepte. Elle ne veut jamais quitter Clara. Clara embrasse Yuki et lui dit qu'elle sera occupée le jour de Noël, mais qu'elle reviendra. Le 25 décembre, Clara ouvre l'entrepôt et vole l'argent de tous les casiers. Quand elle rentre à la maison, elle est accueillie par un spectacle étrange. Les enfants sont restés éveillés pour lui souhaiter un joyeux Noël. Parmi les enfants se trouve Ryu. Clara a l'air d'avoir reçu un billet aller simple pour le paradis. Ryu lui souhaite la bienvenue à la maison comme l'ont fait les enfants. Ryu révèle que son voyage a été annulé, alors il est venu lui souhaiter un joyeux Noël aussi. Les enfants aiment Ryu pour une raison quelconque. C'est lui qui a eu l'idée d'organiser une fête de Noël pour les enfants. Ryu demande ce qui ne va pas avec Clara. On dirait qu'elle vient de voir une momie. Il demande ce qu'elle a fait des vitamines spéciales qu'il lui a donné à vendre. Yuki demande de quoi il parle. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Ryu leur dit ce que fait Clara et quel est son travail. Elle vend des vitamines spéciales du Japon. Les enfants supplient Clara de nier cette accusation. Il est impossible que leur douce et maternelle Clara fasse une chose pareille. Clara ne dit rien. Ryu poursuit son discours. Il lui demande de dire ce qu'il y a dans sa valise. C'est son argent qu'elle a volé, et si elle ne dit rien, cela signifie qu'elle est aussi une voleuse. Ryu se lance dans son monologue de méchant sur combien il déteste l'injustice et l'inégalité dans les affaires et les relations. Puisque Clara a trahi sa confiance, il prendra quelque chose de valeur égale pour elle juste pour que les choses soient équitables. Soit il enverra tout le monde dans la pièce au paradis, soit il laissera les enfants envoyer Clara au paradis. Le choix leur appartient puisque c'est une nuit sainte. Il est très généreux. Une fille essaie de se disputer avec Ryu, mais il la blesse. Clara essaie d'intervenir, mais elle est trop faible pour aider. Les enfants regardent avec horreur Ryu révéler quel monstre il est vraiment. Ryu se fiche qu'ils soient des enfants ou que Clara soit une femme. Pour lui, l'égalité est l'égalité. Les enfants prévoient d'appeler les autorités, mais ils emmèneront également Clara. Yuki se souvient de la leçon que Clara lui a donnée. Si quelque chose arrive, elle sera celle qui protégera sa famille. Elle va tous les sauver de ce monstre qui a empiété sur leur vie. Yuki saisit l'arme et blesse Clara. Elle n'a pas d'autre option. Clara serre Yuki dans ses bras alors qu'elle tombe. Elle remercie Yuki de comprendre et s'excuse de l'avoir mise dans cette situation. Ryu ne ressent aucun remords. Au lieu de cela, il applaudit et souhaite à Yuki un joyeux anniversaire. Il a besoin d'aide supplémentaire maintenant que Yuki s'est débarrassé de son seul ouvrier. Il propose un emploi à Yuki. Yuki rêve de sa vie dans les Alpes avec Clara et ses frères et sœurs. Elle est reconnaissante que Ryu ne soit qu'un monstre qu'elle a inventé dans sa tête,
et tout le monde est en sécurité et heureux. Lorsque les autorités arrivent, tous les enfants sont inconscients. On leur a donné une substance spéciale qui les a rendus inconscients. Le suspect n'a laissé aucune trace. Revenant au présent, Ryu fixe Yuki et lui dit que tout cela est l'œuvre du destin. Il est si heureux qu'elle l'ait retrouvé. Alors que Yuki panique, il lui demande si elle aimerait retravailler sous ses ordres. Yuki accepte, mais avant qu'elle ne puisse atteindre Ryu, Akido l'arrête. Il est là pour elle maintenant. Ils vont se débarrasser de ce monstre ensemble. Akido saisit la main de Yukibi, mais elle le repousse et se dirige vers Ryu. Il exige que si elle ne connaît pas Akido, elle doit se débarrasser de lui. Ryu s'éloigne avec le nerf qui a commencé tout ce fiasco et se dirige vers le navire. Akido intervient pour arrêter Ryu, mais Yuki est rapide pour l'arrêter. Elle l'avertit que s'il fait un autre pas en avant, elle l'enverra directement au paradis avec un billet de première classe. Akido ne s'arrête pas parce que tout ce qu'il veut, c'est sauver le nerf des criminels. Yuki sort son arme et attaque. Peu importe la distance qu'Aikido met entre lui et l'arme s'étend. On dirait un long python prêt à attraper Aikido dans ses mâchoires. L'arme s'enroule autour d'Aikido, mais il la tire rapidement vers lui. Yuki se fait traîner vers lui parce qu'elle est plus faible que lui. Mais Yuki est plus furtive. Elle donne un coup de pied à Aikido et commence à le frapper sans relâche. Elle crie qu'elle a toujours détesté ses tripes. Il fait toujours ce qu'il veut, et il n'écoute jamais personne. Aikido se relève du sol et essaie de lui saisir la main avant qu'elle ne puisse partir. Yukibi panique et l'attaque à nouveau, mais il ne dit rien. Aikido retombe. Incapable de bouger, il lui saisit le pied pour l'empêcher de partir. Yukibi ne comprend pas quel est son problème. Elle a été méchante avec lui. Elle l'a blessé émotionnellement et physiquement. Pourtant, il refuse toujours de la laisser partir. Yukibi lui crie de la laisser partir, mais Akihito lui dit de devenir une étudiante transférée criminelle comme lui. Il lui raconte son histoire larmoyante. Il est devenu un étudiant transféré criminel parce qu'il a mis fin à la vie de certaines personnes. À l'époque, il n'était qu'un enfant, et il ne savait pas mieux. Il ne savait même pas que ce qu'il avait fait aurait des conséquences à vie. Après avoir rencontré Fuyumi, elle lui a fait réaliser ce qui était juste et ce qui était mal. Avec son aide, il a finalement pu voir une façon de vivre sa vie. Quoi qu'il ait fait dans son passé, il ne peut pas le changer. Peu importe à quel point il regrette ses décisions ou ses actions, il n'y a pas de retour en arrière. Mais il a l'espoir qu'il puisse devenir une meilleure personne à l'avenir. Il n'aime même pas Yukibi, mais elle est devenue une étudiante transférée criminelle pour une raison. Ne veut-elle pas changer son avenir et devenir une meilleure personne? Yukibi se met à pleurer. Elle veut changer, et elle veut aussi un avenir meilleur. Mais si elle va à l'encontre de Ryu et de ses souhaits, il rendra sa vie misérable à nouveau. Si elle lui désobéit, il lui rappellera ce qui s'est passé dans le passé. Même Akihito ne sera pas à l'abri de ses mâchoires. Elle ne veut plus perdre qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Akihito se lève avec une détermination nouvelle. Si c'est la seule raison pour laquelle Yukibi est bloqué dans le passé, il fera de Ryu quelqu'un de nouveau. Yukibi le traite de stupide pour avoir eu une idée stupide. Ryu n'est pas quelqu'un qu'on peut juste battre. Il ne comprend même pas pourquoi Yukibi a si peur. Comment pourra-t-il l'aider? Akiko dit à Yukibe de se taire. Il sait ce qu'il doit faire pour la protéger de ce monstre. Tout ce qu'elle a à faire, c'est lui faire confiance et rester là. Sur ces mots, Akiko court vers Ryu. Yukibe fixe Akiko. Elle se souvient de son passé et des choses qu'elle souhaitait quand elle était enfant. Elle essuie ses larmes et court après Akihito. Ryu se tient au bord du navire. Ses hommes crient qu'il y a un imposteur sur le navire. Akihito sort de l'ombre et fait face à Ryu. Ryu le traite de sale petit rat qui s'est introduit dans le mauvais cargo. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.